Très bien, on est parti du coup pour un nouvel épisode, un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir une des personnes que j'admire énormément. Donc j'ai l'honneur de recevoir le professeur Brigitte Sénou. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous en tout cas de cette invitation. Est-ce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter de la forme dont vous souhaitez? Je suis très simplement une paléontologue. J'ai eu la chance de faire une carrière au muséum en tant que professeur. Je finis en tant que professeur émérite aujourd'hui et je continue à faire de la paléontologie et à la diffuser. Voilà. Et du coup, moi, je vais me permettre de rajouter, parce que j'ai fait quelques recherches aussi, que vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS en 2000, le prix Irène Joliot-Curie de la femme scientifique de l'année en 2008, le prix scientifique Sino del Duca, et vous êtes officière de la Légion d'honneur. Donc, c'est pas une simple paléontologiste. Oui, mais mon métier, c'est quand même la paléontologie. Si oui. J'ai été reconnue pour un certain nombre de choses qui sont liées à la paléontologie et ce qu'il y a autour, j'en suis ravie, j'en suis très fière. Mais pour le grand public, ce qui reste avant tout là, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'aspect scientifique paléontologique. Voilà. Du coup, pour ceux qui connaissent peut-être pas bien le domaine, c'est quoi une paléontologue ? Une paléontologue, d'abord, c'est une femme, parce qu'on dit une paléontologue, mais il y a aussi des paléontologues masculins, bien évidemment. Je travaille sur la vie passée, et ma spécialité, c'est l'Afrique, et je m'intéresse principalement à la grande divergence entre l'homme et les grands singes, dans un milieu vaste, dans un domaine large, qui va de l'environnement à l'anatomie fonctionnelle, et j'essaye de replacer ça dans des connaissances un peu générales. Voilà. Et du coup, moi, j'ai lu, pour remettre dans le contexte comment on s'est rencontrés, pour que les gens puissent comprendre un peu la connexion, j'assiste régulièrement au Congrès scientifique mondial qui a lieu tous les ans à Paris, et j'ai assisté du coup à votre conférence. Et donc c'est à la fin que j'ai pu discuter avec vous et échanger avec vous. Vous m'avez fait l'honneur de dédicacer votre livre que j'ai terminé hier soir. Et on discutait justement quand on a fait le trajet pour venir ici, c'est loin d'être uniquement un métier de bureau en fait. Parce que moi, quand j'ai terminé votre livre, je me suis dit, mais c'est digne des différents tomes d'Indiana Jones en fait. Non, moi j'ai voulu faire de la paléontologie de terrain parce que je suis géologue de formation. Quand j'ai fait mes études, la paléontologie faisait partie des sciences de la Terre et j'étais passionnée par la géologie. Donc j'ai fait une maîtrise de géologie recherche dans laquelle il y avait bien sûr des modules de géologie stricte, de minéralogie, cartographie, etc. Et j'ai fait le module de paléontologie en même temps. Et j'adore le terrain, j'ai toujours adoré le terrain. Et pour moi, c'était évident qu'une recherche, elle ne se fait pas exclusivement en laboratoire. Il faut se donner les moyens d'aller voir d'où viennent les fossiles et trouver le fossile, c'est aussi voir l'environnement dans tout ce qu'il y a autour lors de la découverte, et ça apporte quelquefois beaucoup d'éléments pour comprendre les comportements de certaines populations, par exemple, ou mieux comprendre le niveau dans lequel il provient. Est-ce que c'est un milieu humide, un milieu plus sec? Et donc, c'est ce côté généraliste, je l'ai voulu dans l'équipe que j'ai montée avec mon collègue Martin Pickford, et on a voulu avoir cette équipe très vaste, très tôt, puisqu'on a commencé à travailler ensemble en 85, donc c'est pas 1985, je précise quand même, et on a voulu d'avoir cette diversité de pensées, de domaines. Moi, je pars du principe que de la discussion jaillit la lumière, et j'ai eu la grande chance d'avoir Yves Coppens comme directeur de mes deux thèses, et c'était quelqu'un qui avait justement cette ouverture d'esprit, et il m'a pas du tout freiné ni brimé dans mes élans. Voilà. Ouais. Yves Coppens d'ailleurs qui a préfacé votre livre. Enfin, vous avez écrit plusieurs livres, il n'y en a pas qu'un seul. Mais, oui. Bon, en tout cas, celui que j'ai terminé, c'est celui-là. Et où il préface votre livre. Et même d'ailleurs, le jour où on s'est rencontrés, le matin même, vous étiez à son enterrement. Alors, non, son enterrement, oui, c'était le... Voyons, on s'est rencontrés. Oui, c'est ça.
Parce que non, je venais d'apprendre j'avais appris son décès la veille. Et on était en train d'organiser son enterrement. Et pour moi, c'était très triste parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé 47 ans de ma vie scientifique. Et c'était quelqu'un de non conformiste et avec une bienveillance à toute épreuve pour les jeunes et surtout si on avait des idées. Et même si c'était pas ses idées, il a jamais refusé d'aider. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si j'ai pu faire ma carrière, c'est grâce à lui. Et c'était un des rares pontes de l'époque, si je peux dire, qui en fait avait confiance, a donné toute sa confiance aux femmes. Et voilà, donc c'était un sacré défi aussi, parce qu'il ne fallait pas le décevoir, quelque part aussi. Oui. Mais donc du coup, c'est vraiment quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier et je serai éternellement reconnaissante. Je trouve qu'il est parti trop tôt, il avait surtout une capacité de raisonner un peu les ardeurs vives de certains et d'autres. Et c'est un monsieur élégant dans la vie comme dans la science. Voilà, j'ai perdu beaucoup en le perdant, c'est vrai. Oui, parce que je me souviens de la conversation qu'on a eue ce jour-là. Très sincèrement, c'est une des conversations qui m'a le plus touchée et impactée dans ma vie que j'ai eue parce que justement et de votre accessibilité parce que normal. Des fois dans des domaines où les gens sont moins compétents, sont peut-être pas aussi accessibles ou humbles comme vous l'êtes, et aussi d'adaptabilité en fait, ouais, c'est vrai que vous êtes une anticonformiste, et en fait dans la discussion je l'ai vite senti et j'ai beaucoup apprécié ça parce que je me suis dit moi comme je le suis aussi, donc je sors des codes et des normes de la discussion qu'on a eue des 20 minutes qu'on a eu du coup après votre conférence. Oui, je m'en souviens très bien. Ouais. où ça m'a impactée et je me suis dit, vous m'avez parlé que même sur le sens de la vie, etc., et de vos voyages en Afrique, vous en discutiez avec les chamans sous la nuit étoilée, etc. Et vraiment, je suis repartie déjà je suis une amoureuse de la science, mais là en plus j'étais encore plus admirative des personnes qui travaillent dans la science en fait. Non, je veux dire les scientifiques, moi je suis toujours gênée quand on dit vous les savants. Non, on est des personnes qui avons un métier particulier, particulier dans le sens que je suis pas sur une chaîne dans une usine, j'ai choisi ce métier. Donc ça fait partie de ma vie, c'est la vie que j'ai choisie. Donc c'est pas du tout la même chose. L'accessibilité, elle est forcément là puisque je suis enseignant-chercheur. Donc enseignante, on est là aussi pour transmettre et transmettre à tous les publics. Et ça, c'est un des leitmotifs du Muséum d'histoire naturelle à Paris, où on va intervenir auprès de tous les publics. J'ai fait des interventions pour des universités de 3e âge comme pour des maternelles. C'est pas le même discours forcément. Là, je vais partir en Angola au mois de novembre, faire des présentations, ateliers pour faire découvrir mon métier à des écoles de Luanda, donc des petits qui vont aller de 5 ans à 11 ans, et puis des étudiants, donc ça va être beaucoup plus... et puis grand public, donc c'est pareil. Et ça, je veux dire, c'est dans l'esprit du muséum, et c'est pour ça que j'étais heureuse de rentrer au muséum en tant qu'enseignant-chercheur, parce qu'on avait ce côté à la fois scientifique, mais de transmission scientifique. Pour que la science elle avance, pour que la société elle avance, il faut qu'il y ait des relais. Et les relais, on peut les faire qu'en enseignant, qu'en transmettant. Et donc l'accessibilité, elle est là de fait, en fait. Ouais. Donc moi, ça me paraît tout à fait normal. Et puis j'ai un métier particulier, certes, parce que je suis pas scotchée à mon bureau toute la journée. Moi, j'ai des collègues qui vont rester à l'ordinateur toute la journée. Moi, j'ai besoin d'aller voir le terrain parce que je vois tellement de choses publiées sur des modèles, des modélisations, etc. Mais on n'a plus, de moins en moins, en tout cas plus, mais de moins en moins de personnes qui soient aptes ou qui ont envie d'aller se salir les mains sur le terrain. Donc, et c'est nous qui avons les données de base quelque part. Exactement. Donc c'est moi ce qui me fait un petit peu peur, mais peut-être j'ai tort d'avoir peur, c'est que dans l'avenir on aura beaucoup de modèles, mais on n'aura plus la capacité d'aller chercher les données à mettre dans les modèles. Les modèles restent des modèles pour l'instant, mais ils sont nécessaires aussi pour faire avancer certaines idées ou discuter d'idées.
Mais le terrain, pour moi, c'était incontournable. Et puis en tant que géologue de formation, jamais j'aurais fait des sciences naturelles sans aller sur le terrain, n'importe quelle science naturelle que ce soit. Si vous voulez étudier les grenouilles, il vaut mieux aller les voir dans leur milieu naturel que de les étudier dans leur bocal chez nous. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble de choses et je regrette pas ma vie, je l'ai choisi. Les problèmes qu'il y a pu avoir, ben, c'est des aléas de la vie. Et on est des gens comme tout le monde, on mange, on dort, heureusement, on travaille. Vous avez votre métier que je ne serais pas capable de faire, donc chacun a sa place dans la société et c'est à la société de faire la cohésion de tout ça. Oui. Voilà. Mais vous avez une façon de faire votre métier. Enfin, bon, sur le terrain, on reviendra après dessus parce qu'en tout cas, j'ai noté plein d'anecdotes et de choses pour pouvoir en discuter parce que c'est vraiment digne de film d'action en fait. On est très actifs, je vous rassure. On est très actifs. Et parce que c'était pour revenir aussi sur votre relation avec Yves Coppens qui du coup vous permet même d'ailleurs d'accéder à Lucie en fait dans vos recherches. Oui, et j'avoue, je ne croyais pas mes oreilles quand je suis ressortie de son bureau la première fois qu'on s'est vu, parce qu'en fait quand on s'est rencontrés, il était venu faire une conférence aux étudiants. Et il avait beaucoup parlé de squelettes d'origine, etc., des hommes fossiles. Et il avait dit, bon, son bipède, mais il n'avait pas donné fait beaucoup de discussions, beaucoup d'éléments. Donc je suis allée le voir à la fin. Je dis, mais vous n'avez pas parlé du squelette, ils n'ont pas de squelette. Il me dit, ah, ça vous intéresse? Ben, je dis oui. Et à l'époque, je faisais mon DEA déjà sur ce type de sujet. Et ben, venez me voir. Alors, paniqué, parce qu'évidemment, c'était le professeur Coppens, enfin, il était dans les médias partout, enfin, c'était... Et je me sentais pas tout à fait à ma place quand même, il faut bien dire des choses. Et puis il me donne ce rendez-vous, alors que j'aurais eu 2 mois après, et alors qui me faisait paniquer parce que moi j'avais des dates fixes pour rendre mes mémoires, pour négocier les sujets de thèse, et puis lui il était jamais là, il était toujours à droite et à gauche, en Afrique, etc. Et je le vois 2 mois après. Et alors j'arrive un peu stressée quand même, et puis je ressors de son bureau avec tous les moulages qu'il avait dans son bureau. C'était fou. Et en plus, il m'offre Lucie sur un plateau. C'était dingue. À l'époque, ça se faisait pas. En général, les sujets de thèse, et d'ailleurs, j'ai jamais fait ça d'ailleurs après, je l'avais jamais fait de toute façon, jamais j'ai imposé un sujet de thèse à un étudiant. On a discuté pendant 1 heure pour négocier, et il m'offre Lucie pour mon sujet de thèse. Enfin, c'était jouissif, excusez-moi, mais c'était tout à fait ça, et c'était cette générosité, et un sens de l'humour à toute épreuve, parce que je me souviens, j'étais tellement stressée de ne pas le voir facilement. Je dis, écoutez monsieur, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour la prochaine fois? Et j'étais quand même si stressée que j'arrivais pas à trouver les mots. Et je lui dis, vous savez, j'ai tellement de mal à vous récupérer. Et alors c'était très maladroit. Et il me regarde droit dans les yeux, il me dit, oui, je sais, je suis irrécupérable. Et alors là, j'aurais pu trouver un trou de souris pour me cacher, je l'aurais fait volontiers, parce que je me dis, mais c'est complètement débile, ma pauvre fille. Et c'est comme ça qu'a commencé notre collaboration en 1975. Et fin 75, en fait. Non, début 76, puisqu'il est venu faire sa conférence en 75, et on s'est rencontrés début 76. Voilà, et jusqu'à son décès, puisque on a siégé même jusque quelques mois avant son décès dans des jurys proches. Donc on était tous les deux dans les mêmes jurys, on se rencontrait. On s'écrivait pas mal, on se voyait moins parce que les dernières années il a eu pas mal de problèmes de santé, donc c'était plus difficile, mais on se donnait toujours un petit coucou. Voilà, c'était. Et j'ai été très triste quand il est décédé parce qu'il venait de faire sa série d'interventions au caveau de la Huchette. Il se lançait dans une carrière de comédien à l'époque, et c'était justement sur la ruée vers l'os. Et j'avais pas pu assister, je partais sur le terrain, et c'est le dernier message que j'ai pu lui envoyer, et c'était 2 mois avant son décès, où je lui ai dit, je ne peux pas être là ce soir, mais je sais que ce sera très bien, que vous allez fasciner votre public comme d'habitude, bonne chance, voilà. Et je rentre du terrain 2 mois après, et je voulais le contacter comme je le faisais à chaque fois pour lui donner l'état des lieux, de ce qu'on faisait. Et j'étais dans un jury, donc j'ai pas pu le contacter. Et c'est le lendemain, alors que j'étais avec Don Johansson au téléphone,
Don était à Paris, on devait dîner ensemble. Et j'étais avec lui pour fixer le rendez-vous. Et je reçois un coup de téléphone de Monsieur Morin, m'annonçant le décès de Coppens. Et ça a été d'une tristesse folle. Parce que je ne l'ai pas revu. Et je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal, c'est que je n'ai pas pu le revoir, je n'ai pas pu lui parler. Et puis j'avais une profonde amitié, un profond respect pour lui. Voilà, donc ça reste une douleur un peu ouverte, mais il a fait tellement de choses pour la science, tellement, qu'on lui doit tant dans notre discipline. Et ça, j'ai été un peu émue après de voir tous les gens essayer de s'approprier son image et tout, et des gens qui ne le connaissaient pas si bien que ça, et ça m'a un peu... Ouais. Enfin, la nature humaine est ce qu'elle est, de toute façon. Mais c'est vrai que pour moi, il a beaucoup marqué ma vie de chercheur. Et en plus, il connaissait, c'est un peu à cause de lui ou grâce à lui que j'ai rencontré mon cher et tendre, parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec lui. Donc on a été en relation épistolaire pendant des années avant qu'on se rencontre en Afrique. Enfin, et c'est grâce à Coppens quelque part. Donc il avait ce côté très bienveillant, très... Voilà. Donc une page s'est tournée, mais elle n'est jamais fermée complètement. Non, puis il vous a transmis, comme vous-même aujourd'hui vous transmettez, en fait, en étant accessible, avec toute l'humilité que vous avez, enfin, c'est aussi des problèmes de personnes. Très tôt, il m'a demandé de le remplacer dans des conférences, par exemple. Je l'ai remplacé une fois même à une grande conférence de philosophes à l'UNESCO. Moi, j'étais hyper paniquée parce que remplacer Yves Coppens, c'était pas n'importe quoi. Dans une conférence grand public, c'est différent. Mais dans un grand colloque international, c'est chaud quand même. Mais bon, ça s'est toujours bien passé. Je crois qu'il m'a fait confiance et moi, j'avais de toute façon confiance en lui. D'ailleurs, une fois, on s'était frité, comme on dit que chez moi, c'est pas très académique comme mot. Et je lui avais dit, si c'est comme ça qu'on travaille chez vous, je reste pas, je m'en vais. Et je suis rentrée chez moi. Et je lui ai fait la tête, parce que il y avait un problème de relation avec un technicien qui n'avait pas fait son travail, et c'est moi qui ai pris les plombs, donc je dis, moi je suis pas directeur. Et on s'est rencontrés pendant une semaine, je venais au labo, et je lui disais pas bonjour, mais c'était grossier. Quand j'y repense, j'ai même ma fille. Et puis un jour, on s'est retrouvés coincés au courrier. Vous allez bien? Moi, j'ai dit, mais vous, monsieur, ça va mieux? Et puis, mais je veux vous voir. Donc, on a dit ce qu'on avait à se dire, et puis c'est reparti. Je dis, mais voilà. Mais je lui avais une grande confiance, et ça, c'est la seule fois, enfin 2 fois dans toute ma carrière, on s'est frité bien. Mais ceci étant, parce qu'on avait des forts caractères, mine de rien, l'un comme l'autre. Hein, il y avait le côté hiérarchique, moi, qui me gênait beaucoup, mais une fois, j'ai explosé. J'en suis pas très fière, hein, quand même, faut bien dire. Mais ça n'a pas mis de nuages sur notre amitié et notre respect potentiel, entre les deux. Après, sur une relation sur autant d'années, ça arrive forcément, c'est pas beaucoup si c'est que 2 fois. Jouer avec l'équipe de terrain, c'est pareil, celle qu'on a montée en 85. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont décédés, malheureusement. Il y a des jeunes qui ont repris. Mais quand on reste en vase clos sur le terrain pendant 2 mois, ou à l'époque, ça pouvait être 3 mois, il y a forcément coupé du monde, il y a forcément un moment et j'ai toujours fait éclater quand je sentais qu'il y avait des choses qui venaient, qui n'étaient pas... je faisais éclater les choses et puis on repartait sur de bonnes bases. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas resté très amis avec les collègues, loin. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça pouvait être pesant par les conditions de travail qui ont été très difficiles dans certains moments, en Ouganda notamment, où on n'avait quasiment rien, et on prenait l'eau en permanence, il flottait tout le temps, enfin, c'était lourd physiquement, mécaniquement. Combien de fois je suis restée coincée dans la boue avec ma voiture. Alors évidemment, j'avais les pires problèmes chaque fois que j'étais seule, c'était toujours comme ça. Alors je rentrais au camp, j'engueulais, je râlais, donc tout le monde en prenait. Mais bon, ceci étant, on n'a jamais tenu rigueur. Et puis j'ai toujours fait en sorte que les gens se soient bien et de quoi s'isoler pour être... Parce que 3 mois en vase clos, c'est pas toujours évident. Et au début, on était en canadienne. Donc les petites canadiennes, on ne pouvait pas se tenir debout, donc c'était compliqué. Et au fur et à mesure où mes crédits se sont un peu améliorés, on a fini dans des tentes de 2-3 personnes où on pouvait se tenir quasi debout, où chacun avait sa tente en fait. Et petit à petit, voilà. Mais ça a mis quand même plusieurs années avant que ce soit mieux.
mieux négocier, mieux logistiquer, j'allais dire, ce qui n'est pas tout à fait. Et parce que vous, quand vous avez démarré à faire du terrain, enfin, dans ce que j'ai lu sur ce que vous expliquez, c'est que vous êtes la seule femme. Au début, j'étais la seule femme, oui. Ouais. Et c'est moi qui dirigeais l'équipe. Alors, il y a eu des moments assez cocasses d'ailleurs, parce que en Ouganda, bizarrement, ils étaient plus évolués que chez nous. Excusez-moi, mais c'était comme ça. Il y avait des femmes à des postes de responsabilité de manière beaucoup plus fréquente, dirons-nous. Et la permanent secretary du ministère des Mines et de l'Énergie était une femme. Et quand on a signé l'accord de coopération, ça s'est fait entre femmes. Et mes collègues m'ont toujours dit que ça n'aurait pas aussi bien marché si je n'avais pas été là. Parce qu'on avait un discours on se comprenait mieux pour plein de choses en fait. Et parce qu'on avait su, on a signé l'accord de coopération, l'ambassade est venue, tout ça. Mais au-delà de ça, il y avait des discours plus féminins. Je dirais pas féministe, mais plus féminin, parce qu'il n'y avait pas cette idée de féminisme comme on a connu dans nos pays occidentaux. C'était un fait, il y avait des femmes qui étaient permanent secretary ou ministres à l'époque. Donc c'était plutôt sympathique, quoi. Mais c'est vrai que je me suis trouvée dans les pays africains à être mieux considérée même par les messieurs, en tant que femme, que dans mon propre pays. La France avait besoin d'un bon balayage à l'époque, parce qu'une femme, et Copain, ça a été le seul qui m'a fait confiance, enfin le seul, non pas tout à fait, il y a eu d'autres personnes qui m'ont fait confiance, il ne faut pas être complètement, ce ne serait pas gentil, ni pour le professeur Pomerol, ni pour d'autres qui ont été à mes côtés pour mes débuts, enfin qui m'ont soutenu, mais dans le milieu paléontologique, il y avait très peu de personnes qui faisaient confiance aux femmes. Moi, on me disait, quand je présentais au scénariste, bon, de toute façon, vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas d'enfant, alors votre collègue, il est marié, tout ça, vous n'avez pas de problème. Et j'ai dit à un des membres de la commission, je dis, mais attendez, les problèmes que j'ai, ça ne rentre pas en ligne de compte. Là, je suis là pour un poste scientifique, pas d'aide sociale. Et je trouvais ça choquant. Parce que pour moi, la science, elle doit être faite avant tout par des scientifiques et par des gens qui croient en la science. Et c'est vrai que le métier de scientifique n'est pas un métier tout à fait comme les autres, parce que je pense que quand vous rentrez dans une carrière scientifique, il faut que vous ayez une passion de départ. Et c'est cette passion qui vous motive. C'est votre passion qui vous suit, je dirais, quelquefois qui peut vous précéder aussi. Mais cette passion, elle est source d'inspiration aussi. Et moi, je préfère avoir un jeune qui soit un peu moins bon au niveau bachotage, mais qui se pose des idées, qui ait vraiment une passion pour un sujet. Et tous les jeunes que j'ai formés, qui sont arrivés aujourd'hui à des postes de direction de recherche au CNRS ou professeurs des universités, ils avaient cette passion en eux. Ils l'exprimaient pas forcément de la même manière que moi, et chacun sait, parce qu'on est tous différents, mais ils avaient cette passion et cette volonté. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans la recherche, c'est les vieux, là, ils vous font une liste ceux qui sont en poste, font une liste de sujets, et vous choisissez un sujet. Moi, j'ai jamais fait ça avec mes étudiants. Moi, les étudiants, ils venaient me voir en disant, je veux faire ce que vous faites. Je dis, vous ne ferez jamais ce que je fais parce que vous n'avez pas le même passé que moi. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? La recherche, c'est 80% de votre vie. Et je ne suis pas là pour diriger votre vie. Alors, il y a ceux que j'ai jamais revus, donc ils n'avaient pas la passion pour le métier. Et ceux qui sont revenus, avec qui on a négocié longtemps pour des sujets, il faut que je les canalise et tout. Et ils ont tous fait carrière. Et aujourd'hui, je trouve que ça, c'est un des problèmes majeurs, c'est qu'on impose trop de sujets qui sont intéressants pour ceux qui les donnent, mais est-ce que c'est intéressant pour la vie de l'étudiant et son épanouissement? Parce que bien sûr, l'épanouissement scientifique, on a besoin de les guider, mais c'est notre rôle, le directeur de recherche. Donc on est là pour dire, plutôt dans ce cadre-là, ce serait mieux. Mais d'imposer un sujet, moi je n'ai jamais fait ça avec mes jeunes. Parce que j'estime que ce ne sont pas des jeunes qui doivent travailler sur des choses qui m'intéressent moi. C'est pas ça. Il faut qu'ils trouvent leur niche écologique et où ils puissent exprimer leurs souhaits et leur passion de chercheur. Et je préfère avoir des gens
je dis qu'ils soient moins bachoteurs, parce que la recherche, un bon bachoteur, c'est pas forcément un bon chercheur. Ouais. Je cherche pas à ce qu'on me refuse de ce que j'ai raconté, ça ne m'intéresse pas, parce que a priori je sais, en général mieux, ce que j'ai raconté. Je préfère avoir un petit grain de fantaisie, des gens qui se posent des questions. Et ça se voit tout de suite, ça se sent tout de suite. Ouais. Et voilà, donc j'ai été hérétique dans toute ma vie d'enseignant-chercheur, j'ai jamais imposé de sujet quasiment. Mais là, je trouve que ça prend des tournures beaucoup trop importantes. Et votre sujet, il sera financé si, voilà, etc. Et ça met trop de contraintes. Et la science, on peut bien la faire si on l'aime. Ouais. Comme tout dans la vie. Comme tout, ouais. Son métier, sa vie personnelle, on ne la réussit que si on aime ce que l'on fait, ce que l'on vit. Mais il faut se donner les moyens. Ouais. Ça, c'est un autre problème. Exactement. Et d'ailleurs, même de choisir un sujet, même différent. Enfin, j'ai vu qu'au début de votre carrière, vous êtes surnommée la Dame d'un os. Oui, oui. Parce que c'est pas conventionnel d'étudier. Absolument, absolument. Qu'un seul os, en fait. Oui, mais c'était, oui, mais voilà, ça s'est fait à une époque où je travaillais sur la locomotion. J'avais vu que chez Lucie, dans mon DEA, d'après les moulages, qu'il y avait des possibilités de grimper aux arbres. Et ça ne se disait pas du tout à l'époque. Les ancêtres, ils étaient bipèdes comme vous et moi. Et Copain, c'est le seul qui m'a fait confiance. Hein. Enfin, pas tout à fait. Puisque M. Vandermeer, qui suivait mon mémoire à l'époque à l'université, avait accepté que je travaille là-dessus. Donc, c'est qu'il y avait une certaine forme de confiance. Et donc, pour la thèse, on était limité dans le temps. 3 ans, je pouvais pas faire tout le squelette. Il fallait surtout que moi, je comparais avec des centaines de singes actuels, parce que classiquement, on comparait l'homme, le chimpanzé et le fossile. Quelquefois, on rajoutait le babouin. Mais c'était très limité. Moi, j'ai ouvert ça aux platyrrhiniens, donc aux singes sud-américains, leur locomotion dans les arbres. J'ai ouvert ça aux singes africains, aux cercopithèques, et puis j'ai ouvert ça à d'autres périodes géologiques. Donc, c'était pas possible de faire tout. Donc, pour la thèse de 3e cycle, c'était l'humérus et ses articulations quand même. Hein. Donc, il y avait un bout de radius, un bout de cubitus. Il n'y avait pas que la partie distale. Et pour la thèse, alors c'était l'humérus et ses articulations. Donc, il y avait l'épaule, le coude et l'humérus. Mais déjà, c'était un gros morceau à travailler. Et pour la thèse d'état, là, j'ai gardé que le coude parce que c'était ce qui apportait le plus de données phylogénétiques, fonctionnelles, mécaniques, intéressantes pour l'étude des fossiles, et je l'ai ouvert à l'Oligocène et au Miocène. Donc, c'était des centaines de fossiles et des centaines de restes osseux. Donc là, ma thèse, je l'ai faite, là je travaillais déjà, donc je l'ai faite en travaillant. Donc, c'est les Américains qui se sont moqués un peu, qui disaient, oui, c'est la dame Nanos, la dame de l'humérus. Et puis, une fois que j'ai fait ce travail, j'ai été suivie par ma collègue Christine Tardieu, qui elle a fait sa thèse sur le genou. Donc on devenait les dames d'un os ou d'une articulation. Mais ça n'a pas empêché par la suite que moi j'ai ouvert, bien sûr, je suis revenue au généralisme et j'ai travaillé sur plein d'autres choses, bien évidemment, à la fois au niveau animaux, parce que j'ai repris ma casquette de paléontologue vrai. Enfin, j'ai toujours été paléontologue. J'ai jamais travaillé sur l'homme. J'ai jamais été paléoanthropologue. Le paléoanthropologue, c'est un faux problème. Et ça, ça nous vient des États-Unis, des années 50, où il y avait plus d'argent en anthropologie qu'en paléontologie. Donc, la paléontologie humaine a été transférée par certains dans l'anthropologie et souvent les études médicales. Mais du coup, ils ont perdu tout l'aspect paléontologique animal ou végétal qu'ils ne côtoyaient plus. Et moi, j'avais ce besoin fondamental, viscéral, de revenir à la paléontologie. Donc, quand Copain s'est quitté le musée de l'homme, j'ai demandé mon rattachement définitif à la paléontologie au Jardin des Plantes. Et je suis revenue dans le creuset des paléontologues, où j'ai fréquenté des gens qui faisaient du poisson, du dinosaure, et qui étaient beaucoup plus épanouissants pour moi. Voilà. Donc, d'un os, je suis passée à plusieurs os, et puis je suis passée à d'autres squelettes. Je travaille sur du pangolin, je travaille sur des rats-trompes actuellement, squelettes, dents, crânes, etc. Ça m'empêche pas de travailler. Donc, mais il fallait pouvoir se faire reconnaître scientifiquement, et la thèse était le passage incontournable. Et c'était pas raisonnable de prendre l'étude d'un squelette pour une thèse à l'époque.
Mais du coup, vous avez osé faire du non conventionnel pour le choix de votre Mais j'ai thèse. toujours été Faire des études de géologie, c'était pas conventionnel parce que les femmes, ça se faisait pas. Voilà, donc on me l'a bien fait comprendre. Certains géologues me l'ont bien fait comprendre lors de ma formation. Ceci étant, je suis restée. J'ai eu des grands bonheurs en géologie et j'ai eu des déceptions aussi, ça c'est clair. Ouais. Quand j'ai eu ma maîtrise de géologie, le prof que j'avais voulait me garder, ce qui était bien, mais pour travailler sur l'Arabie Saoudite. C'était un travail d'hydrogéologue en Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite, moi à l'époque, j'avais 20 ans, j'avais la responsabilité d'une centaine de Saoudis, d'ouvriers. Et je dis au professeur, mais puis pour une femme, alors l'Arabie Saoudite, là, pour le coup, c'était pas pensable. Je dis, mais pour le terrain, ça va poser des problèmes. Ah, me dit, mais vous irez pas sur le terrain, vous resterez à Paris, vous travaillerez sur les données qu'ont rapportées vos collègues masculins. Mais non. Et je dis, bah écoutez, ça, on va pas faire affaire, ça va pas le faire. Parce que pour moi, la géologie, c'est sur le terrain. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai quitté la géologie appliquée, parce que je faisais de la géologie appliquée. Et je faisais mon certificat de paléontologie, ça marchait très bien aussi en paléontologie. Je suis allée voir le prof de paléontologie, qui était un misogyne notoire, mais qui m'a accepté en thèse, avec Coppens comme directeur. Et puis il m'a dit, de toute façon, c'est Coppens qui s'occupe de vous. Alors, je l'ai vu 5 minutes en 3 ans, lui. Par contre, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que quand j'ai soutenu ma thèse, il était dans le jury, il me faisait une peur folle, parce que sachant qu'il était très misogyne, c'était pas simple. Et du moment que j'ai soutenu ma thèse, il venait me voir pour demander mon avis sur certaines publications. Et là, je savais que j'avais gagné le combat. Et je pense qu'il m'a respecté à partir de ce moment-là. Quand je suis partie en Afrique sur le terrain, je suis partie seule. Quand j'ai demandé à rattacher le laboratoire de paléontologie du muséum, on m'a demandé si c'est le professeur Taquet qui m'a demandé à l'époque si. Alors lui aussi, il m'a aidé dans ma carrière. Pas autant que Coppens, c'était pas la même chose, mais lui aussi il m'a fait confiance en tant que femme dans la recherche. Il m'a envoyé seule à Madagascar pendant 1 mois avec des lettres des capitaines de l'armée française, d'anciens militaires, qui avaient trouvé des fossiles à Madagascar. Okay. Et donc avec pour rôle de retrouver ces gisements. Donc je suis partie seule à Madagascar avec les lettres de 1910 et je me suis débrouillée. Alors heureusement il y a eu Jean-Jacques Peter qui à l'époque était directeur du Zoo de Vincennes, qui nous a quittés depuis longtemps, et Jean-Jacques travaillait sur les lémuriens de Madagascar. Donc grâce à lui, j'ai eu des contacts locaux qui m'ont aidé à trouver un chauffeur, une voiture, etc. Et je suis partie toute seule pour me balader dans Madagascar, dans l'île de Madagascar, avec un chauffeur, une coccinelle rouge, pour rappeler toute ma vie, et une tente, deux tentes, et avec quelqu'un que je ne connaissais pas, et on est parti comme ça pendant 1 mois en pleine brousse, et ça s'est merveilleusement passé. J'ai retrouvé, alors dans le sud, là j'avais plus mon chauffeur, là je me déplaçais à pied. Et là, j'ai pris avec les lettres des capitaines de l'armée, du capitaine de l'armée, j'ai remonté, j'ai suivi la route, alors qui était la piste de l'époque, qui était devenue une route, mais j'ai retrouvé la piste initiale et j'ai retrouvé les gisements en me baladant. Et avec les lettres qui dataient de quand, du 1910. coup ? Non, mais oui, votre vie, c'est plusieurs films d'Indiana Jones, alors c'est sûr. Non, parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui étaient encore en état, enfin, dans l'état de 1910, j'allais dire. Avec une ancienne carte qui date de... C'était même pas une carte, c'était des lettres. Des lettres. Des lettres. Alors moi, tout de suite, je suis allée au service géologique local, j'ai récupéré des cartes, et puis après des cartes topographiques, et puis les routes, j'avais des cartes locales, de routières, et en fait, il s'avérait que les lettres des militaires étaient très exactes, hein. Il devait y avoir pas mal de génie civil chez eux, parce que c'était au 3e poteau de machin, on faisait ci, on faisait ça, et j'ai retrouvé certains poteaux. Donc télégraphique, enfin, donc du coup j'ai pu me débrouiller comme ça et j'ai retrouvé des bassins fossilifères, j'ai retrouvé un peu d'hippopotame, enfin voilà, donc ça c'était assez sympa. Après j'ai fait et alors là j'étais morte de peur parce que je nage très mal, enfin je coule très bien mais je nage très mal, et je me suis retrouvée dans la Tsiribine, à l'ouest. Donc j'avais
donc des données sur plusieurs endroits, et je voulais trouver des niveaux miocènes, donc de plus anciens que 6 millions d'années jusqu'à 20 millions d'années. Ça n'avait jamais été découvert à Madagascar. Et j'avais mes idées sur les endroits où on aurait pu, en plus, donc j'avais fait des prospections, bâti mes prospections aussi, en fonction de ce que je sentais au niveau de ce que j'avais vu sur des cartes géologiques, ce que j'avais lu comme rapport au service géologique, etc. Et je me suis retrouvée dans la Tsiribine, parce que là, il y avait des coupes intéressantes, mais dont je n'avais pas d'âge, je pensais que c'était trop jeune, mais il fallait que j'aille voir. Donc je suis allée voir, et alors là, je me suis retrouvée dans un canot, déchets de l'eau jusqu'à mi-cuisse pour aller chercher le canot, monter dans le canot. On s'est ensablé sur la Tsiribine. Et alors j'étais avec Jean-Jacques Peter qui était venu me rejoindre parce qu'il était à Madagascar, il est venu passer une journée avec moi. Et alors lui, très à l'aise, il se tournait, tu veux du saucisson, machin. Et là, le canot qui était creusé dans un fond d'arbre, tanguait. Je me disais, ma fille, tu vas te retrouver à la flotte. Alors moi j'étais là, non, ça va. Et alors je lui dis, il faut que tu fasses masse. Alors je faisais attention et tout. On s'est ensablé. On en est sorti et j'ai pu faire mes prospections. Quand on est rentré le soir, on était à contre-courant. J'ai cru qu'on n'arriverait jamais le soir. C'était horrible. Il y avait un courant tel dans la Tsiribine. Mais finalement, j'ai fait la prospection. Et je pense que Jean-Jacques n'a jamais su que j'étais paniquée à un point qu'il ne pouvait pas savoir. Mais après, je me suis dit, ma fille, tu as voulu y aller, maintenant, il faut que tu y ailles. Et à chaque fois que j'ai eu des moments un peu difficiles comme ça, c'est la raison qui a pris le contrôle. C'est fou, hein. Et j'ai fait des choses que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie. J'ai eu le même problème, et là c'était plus psychologique, c'est quand j'ai fait ma première mission en Afrique du Sud, toute seule. Coppens m'avait payé la mission Kenya-Afrique du Sud, et je suis partie pendant 2 mois comme ça, toute seule. Et arrivant du Kenya, où je m'étais fort bien débrouillée, en plus c'était sympa, je logeais dans un petit hôtel africain, j'étais la seule femme, la seule blanche, et j'ai rencontré un pilote tanzanien, soudanien, il y avait un avocat tanzanien, et il m'avait pris un peu sous l'oreille, alors c'était la petite sœur, j'étais toute jeune, et alors, tu sors pas le soir, on t'accompagne, tu dois sortir, enfin, vraiment, on prenait soin de moi. Et puis j'ai appris mes rudiments avec le cuisinier, mes rudiments de swahili avec le cuisinier, ce qui m'a aidé aussi pour démarrer des choses. Et j'arrive en Afrique du Sud, c'était le moment de l'apartheid, je suis arrivée juste après que Steve Biko soit assassiné, donc il y avait les mains partout, personne ne me parlait. Alors j'arrive à l'aéroport, le collègue qui devait venir me chercher n'avait pas pu venir, mais le message ne m'a pas été transmis, donc je ne l'ai pas su. Donc j'ai attendu, et puis à un moment je voyais que le temps, il allait faire tard, donc je lui ai dit non, il faut rentrer il faut aller à Pretoria. J'étais à Johannesburg, il fallait que j'aille à Pretoria. Donc j'ai vu des taxis, donc je suis allée dans une file de taxis. Au bout d'une demi-heure, ils passaient tous devant moi, il n'y avait aucun qui s'arrêtait. Mais je n'avais pas vu que c'était réservé aux Noirs. Ils ne prenaient pas de Blancs. Et il y a un chauffeur d'autobus qui est venu voir, il me dit « Madame, je vois vous attendez depuis longtemps, vous allez où ?» « À Pretoria. » « Mais vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, c'est les taxis réservés aux Noirs. » Je ne savais pas. En plus, c'était écrit en afrikaans, et puis je n'ai pas fait attention. Voilà, bon. J'aurais dû me douter quand même. Mais venant du Kenya, où tout était très ouvert, je me retrouve dans un milieu très, très fermé, j'allais dire. Donc, finalement, il m'a emmené à Pretoria. Il m'a dit, prenez l'autobus, je vous emmène, voilà. Donc il m'a emmené à Pretoria, j'ai pris l'autobus. Arrivé à Pretoria, je ne savais pas où est l'hôtel. Là, je me suis fait avoir. J'ai pris un taxi à l'arrêt d'autobus pour faire le tour du pâté de maison, le tour de Pretoria. Ben, je suis arrivée à l'hôtel où c'était très compliqué aussi, mais bon, j'étais dans l'hôtel, très bien. Et le lendemain, c'était un dimanche, tout était fermé. La société de Pretoria, très Dutch Reformed Church, était très tout à l'église ou au temple. Alors, pour voir un peu des choses différentes du Kenya, je suis allée à l'église, tout simplement. Parce que c'est aussi une manière de voir les échanges, la manière dont se comportent les gens. Et alors là, dans ce sermon, le prêtre nous sort un truc, disant, s'il y avait une solution à l'apartheid, Dieu nous aurait montré le chemin. Et alors là, il y en a une qui s'est levée, qui a sorti de l'église en claquant la porte. J'étais tellement choquée par ce sermon, j'ai pas remis les pieds, mais je suis sortie en claquant la porte. Alors ça fait des ordres en plus, parce que je suis sortie juste à la fin du sermon. Et puis je me suis retrouvée en Pretoria. Je me dis, mais pour voir un peu de gens, je vais aller au zoo.
Le zoo était ouvert, je dis le zoo, au moins, il y aura des enfants, il y aura du monde. Et je vais au zoo. Ça s'est très bien passé, je suis montée à pied, je traversais tout Pretoria, il y avait de l'armée partout, mais je n'avais pas réalisé l'histoire de Steve Biko, parce que, étant au Kenya, je n'avais pas lu les journaux, je n'étais pas au courant. Et en redescendant du zoo pour venir à mon hôtel, il fait un peu tôt pour aller à l'hôtel, je vais lire le journal, donc je rentre dans un kiosque, le seul ouvert un dimanche, et dans le quartier en tout cas où j'étais, et j'achète un journal en anglais. Enfin, je veux acheter un journal. Tout s'arrête, mais tout. Le gars qui vendait me dévisage de haut en bas. Alors moi, je dois avoir quelque chose sur la figure, je me brosse la figure. Il y avait un monsieur à côté, qui me regarde, et puis pas un mot. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais payer, le gars me regarde bien, mais il accepte que je paye. Alors je paye, je prends le journal, puis je vais m'asseoir dans le petit parc qu'il y avait devant l'hôtel. Et j'ouvre le journal, et le journal, c'était un journal réservé aux Noirs. Et c'est comme ça que j'ai appris l'assassinat de Steve Biko. Et là, je me suis dit, il ne faut surtout pas qu'on me voie avec ça, parce que effectivement, c'est ce qui avait fait désordre. Donc je me suis débarrassée du journal, parce que je pensais bien qu'à l'hôtel, ce n'était pas le style de la maison. Et puis je me suis trouvée là, et personne ne parlait, etc. Et j'ai commencé une lettre à copain, en me disant, c'est pas possible, je rentre en France, je ne veux pas rester. Je me débrouille pour revenir, etc. Et j'ai jeté la lettre parce que je me suis raisonnée, j'ai fait une lettre, j'ai fait une deuxième lettre, j'ai fait une troisième lettre, puis rien ne me convenait. Puis après, je me suis dit, si tu veux faire ton métier, tu seras obligé de passer par des choses que tu n'aimes pas, forcément. C'est comme la vie, hein, tout n'est pas rose dans la vie. Et du coup, les lettres sont parties au panier, je suis restée à Pretoria. Et je suis là. Mais c'était très triste pour moi parce que j'arrivais au musée le matin, personne ne me parlait. Moi, je disais toujours bonjour aux gens aux balayeurs parce qu'il était là le matin. Pardon. Et je m'en suis émue auprès de mes collègues qui m'ont dit mais c'est normal, s'ils sont vus parler à un blanc, ils vont être pénalisés. Donc ils ne pouvaient pas parler à un blanc. Il a fallu que je me fasse aux toilettes réservées aux noirs, réservées aux blancs, faire ci pour les blancs, ci pour les... Enfin ça me gaffait. Excusez-moi, je vais être... Et j'ai vu la situation changer quand je suis revenue en 80... Ça c'était en 77. Quand je suis revenue en 85, les choses avaient changé. Il n'y avait plus de toilettes différenciées pour les femmes noires et les femmes blanches. Il y avait des choses. Je pouvais parler à un noir dans la rue sans être taxée d'être raciste ou quoi que ce soit. Enfin, c'était les moments de l'apartheid. J'ai connu l'apartheid très dur. J'ai connu un apartheid mou, plus d'apartheid du tout. Et maintenant, je connais les revers de l'apartheid qui sont à l'envers vers les blancs. Il y a ce retour maintenant de bâton qui est pas sain non plus. Je veux dire, rien n'est sain dans ces affaires-là. Donc je ne sais pas où ça va aller, mais... Et pourquoi, au tout début, quand vous êtes allés, c'était quoi la problématique pour eux? S'ils parlaient avec vous, ils encouraient quoi en fait? Parce que l'apartheid, ils risquaient la prison, on risquait d'être arrêtés. Vous ne pouviez pas parler à un blanc, parce que vous n'aviez pas eu l'autorisation ou quoi que ce soit. Ça se faisait pas. Par contre, j'étais en parfaite sécurité en Pretoria. Il y avait un camion de militaires à tous les coins de rue quasiment. Mais c'était suite à l'assassinat de Steve Biko. Donc ça, c'est sûr que c'était... Alors on n'en parlait pas de la même manière dans les milieux blancs. Ça, je l'ai bien vu après. Ah oui, il y a toujours deux versions. Hein, oui, bien sûr, mais c'était pas... J'avais acheté un journal d'opposition, c'était clair. Bon, mais ça, en général, surtout qu'à l'époque, le CNRS nous envoyait des... Je sais pas, je crois l'avoir regardé, je ne l'ai pas retrouvé quand j'ai déménagé mon bureau. Une lettre en disant, à l'étranger, vous êtes un représentant de l'État, vous devez vous considérer comme un diplomate, un diplomate, un ambassadeur de la France. Donc vous faites attention à votre comportement. Puis je vais acheter le journal d'opposition qui est lu. Enfin voilà, j'avais tout fait ce qu'il fallait pas le faire. Mais en même temps... Enfin, c'est parce que à l'époque vraiment le contexte est très compliqué parce que vous avez juste acheté un journal en fait. Enfin, pour remettre les choses. Mais c'est sûr. D'ailleurs, ils me l'ont vendu. Mais ça a acheté un froid dans le kiosque. Et les trois personnes qui étaient là se sont arrêtées. Plus rien n'a bougé. Tout le monde me dévisageait. Alors moi, à l'époque, quand j'avais 23 ans,
J'étais vraiment toute jeune. Hein. Mon premier voyage loin de la France dans un pays que je connaissais pas. Et puis n'étant pas au courant, bon, je savais que c'était le pays de l'apartheid puisque mon visa, l'ambassade d'Afrique du Sud me l'avait mis dans mon passeport, mais il l'avait pas mis sur le passeport parce que je risquais de pas pouvoir rentrer au Kenya. Déjà, quand on est reparti, la compagnie sud-africaine n'avait pas le droit de traverser l'Afrique. On nous a déposé sur Ilho Sol dans les îles du Cap-Vert, et là, on a été parqués, mais vraiment parqués pendant c'était en 747 à l'époque, on a été parqués dans une salle. On ne pouvait pas tous s'asseoir, il n'y avait pas de toilette, on n'avait pas le droit de sortir, il y avait 30 degrés, il n'y avait pas d'aération, enfin, on est resté 2 heures comme ça. C'était parce qu'on est d'Afrique du Sud. C'était quand même assez chaud, c'est le cas de le dire, à tout point de vue. Ouais. Et on était gardés par des gardes armés. Il y avait un garde armé à chaque porte. Et on n'avait pas le droit de sortir. Donc ça, je l'ai connu. Donc c'est vrai que je suis heureuse que les choses aient changé. Ça, c'est clair. Puis là, on a un programme qui marche bien. Un de mes jeunes a un des programmes qui marche très bien en Afrique du Sud. Il a repris un de mes programmes et ça marche très, très bien. D'un autre côté, je suis contente de l'avoir connu. Parce que ça me permet de mieux relativiser certaines choses aussi. Quand je vois la manière dont est réécrite l'histoire dans plein de domaines aujourd'hui, le fait d'avoir vécu ces choses-là, même en Ouganda, j'ai connu la fin de la guerre civile, enfin, la prise de pouvoir par Museveni. Alors j'étais pas là, mais pour ça exactement, mais j'étais là pour la prise de pouvoir de Tito Okello en juin 85. Et c'est au moment où Museveni était dans le bush, était rebelle dans le bush. Donc j'ai connu cette période qui était un peu trouble, où j'ai vécu un coup d'État, ça tirait de partout, j'ai connu une embuscade, enfin bon c'était... Et puis quand Museveni est arrivé, tout ça a été remis dans l'ordre. Alors, on ne peut jamais dire que c'est parfait, pas parfait, etc. Et puis, je ne veux pas intervenir là-dessus parce que ce n'est pas mon rôle. Mais quand même, ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vécu en Ouganda à l'époque, ce que j'ai vu, les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ne l'ont pas connu. Et je connais plus sur l'origine de leur pays. Moi, quand je suis arrivée à Kampala, ça ressemblait aux photos de Berlin que j'ai vues après la guerre. Kampala, c'était un immense bourbier, il y avait très peu de rues goudronnées, le goudron partait en morceaux, et à côté de l'hôpital, du grand hôpital de Kampala, il y avait des corps qui sortaient de terre, parce qu'ils étaient balancés là, ils étaient recouverts de bitume, mais le bitume ne tenait pas. Donc ce sont des choses pas belles, j'ai vu des choses pas belles, mais le pays sortait de la guerre civile, c'était terrible, mais d'un autre côté, l'avoir connu, ça me permet mieux de comprendre les gens, d'où ils viennent. Et quand je vois certains discours faits aujourd'hui dans certains médias, je trouve que c'est triste parce que les gens ne savent pas d'où ils viennent. Et c'est dur de changer l'esprit des gens. Vous ne changez pas en une journée. Ce n'est pas un claquement de doigts qui fait tout changer. Et l'avoir connu, ça m'a permis d'avoir du recul par rapport à beaucoup de choses. Et ça, c'est fondamental aussi dans une vie. Mais là, c'est en dehors de la vie scientifique, dans une vie... Mais parce que votre passion, en tout cas pour votre métier, fait que j'ai lu dans votre livre où vous parlez du coup d'État en Ouganda et que vous êtes là-bas et dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Moi, de page en page, j'étais... vraiment captivée par votre récit en fait. C'est parce que c'est quelque chose de vécu, que j'ai vécu de très proche, et on ne peut faire passer, c'est comme un enseignement, si vous ne maîtrisez pas ce que vous enseignez, si vous n'avez pas vécu ce que vous enseignez, comment vous pouvez transmettre une fibre de passion? Je crois que les étudiants, les élèves, les enfants, ils sont sensibles à ça. Et je pense que c'est pour ça que tant que je peux continuer à transmettre, je transmets, parce que c'est sûr que le métier qu'ils font aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que j'ai fait moi dans mes débuts, ça c'est clair. D'abord parce que les mentors ne sont pas les mêmes, le milieu n'est pas le même, la politique de la recherche n'est pas la même, la politique de l'enseignement n'est pas pareille, les sociétés ont changé, tout change. Donc forcément, les étudiants d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les étudiants qu'on était il y a 40 ans, 50 ans. Et vous êtes vraiment passionné parce que même à un moment donné, là dans le récit que vous me dites que vous sentiez pas qu'il y avait en fait
J'ai lu dans le livre que on finit par vous demander est-ce que vous sentez qu'il y a du fossile là ou pas, tellement c'est une passion, vous allez à l'instinct que vous C'est finissez. plus qu'une passion, je veux dire, sentir le fossile, c'est John ça, mon cher John. C'est l'expérience qui fait que quand vous arrivez sur un terrain que vous maîtrisez depuis des années, c'est pour ça que la diversité de ce qu'on peut voir est importante, à la fois humainement pour votre enrichissement personnel, mais scientifiquement, voir le plus d'affleurements possible, le plus de données possibles, c'est aussi ce qui construit votre dictionnaire personnel. Il vous permet d'avoir le plus d'expérience. Et cette expérience vous donne cette sensibilité, ce sixième sens, mais c'est l'expérience tout simplement. C'est pas l'intuition féminine, hein, ça marche pas aussi bien que ça. Non, mais ce qui fait que même pour vos collègues qui vous demandent du coup, est-ce que là ça sent le fossile. Le collègue en question, c'est un diamantier, c'était le géologue de la CDM. J'ai développé après le programme dans le désert de Namib en particulier. Et c'est vrai, lui, c'était un géologue minier. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est bien entendu, parce que moi, ayant fait de la géologie minière, on avait le même discours, je comprenais son discours, et on se comprenait très très bien. Mais son travail de géologue minier, c'est d'évaluer des tonnages, enfin des tonnages en diamant, c'est pas des tonnages, c'est le nombre de carats, etc. Enfin, c'est pas un travail comme le géologue stratigraphe classique, voilà. Mais lui, il faisait de tout, puisqu'il était principal géologiste, il faisait de tout. Et donc, il a voulu me montrer des dépôts, il aurait voulu que je trouve des fossiles pour pouvoir dater les diamants. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, John, il y a du gypsum pagaille, il y a ci, il y a ça. J'ai dit, là, moi, je ne le sens pas, le fossile, hein. C'est pas la peine. Alors, ça l'a un peu touché. Et puis on y est revenu quelques années après. Je dis, John, t'as toujours pas trouvé de fossiles? Non, je dis, il n'y en aura pas, je te dis, il n'y en aura pas. Alors quand on a fait du terrain après, Docteur Senu, qu'est-ce que vous sentez? C'était trop drôle et ça restait une blague entre nous. Et en plus, c'est quelqu'un de généreux, comme beaucoup des gens de terrain d'ailleurs. J'ai remarqué souvent les gens que j'ai retrouvé, les vieux broussards africains que j'ai rencontrés en Afrique, c'est souvent des gens généreux, de cœur, et pas seulement de cœur. Et ça, je vois beaucoup à John, j'espère le voir bientôt là, quand je vais être en Afrique du Sud, je ne sais pas s'il y sera parce que c'est un vrai zébulon aussi, lui il est toujours par Mons et par Vaux, mais j'espère, en général on essaie de se ménager un repas, un déjeuner ensemble, c'est souvent à l'aéroport avant que je parte parce qu'on n'a pas d'autres moyens, c'est compliqué, mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré Tazieff aussi, Aaron Tazieff, c'était quelqu'un qui a baigné mon enfance et mon adolescence. Et j'avais dit à un copain, je ne sais plus comment on est venu à parler de Tazieff, j'ai dit, vous savez, c'était mon idole, bien avant vous. Oui, j'ai toujours été un peu cash, mais bon, respectueuse, mais cash. Et il dit, vous savez, il dit comme s'il le connaissait très bien. Et on s'est retrouvés avec Tazieff dans un hôtel de Nairobi, moi rentrant d'Ouganda, puisqu'à l'époque, il fallait que je laisse mes véhicules à l'ambassade de France à Nairobi, parce que c'était pas assez sûr en Ouganda. Donc je faisais la route tous les ans, je faisais Nairobi-Kampala, aller-retour, et puis la frontière zaïroise. Donc ça faisait quand même des trajets en voiture assez importants. On faisait ça avec les deux véhicules, mon compagnon dans un véhicule et moi dans l'autre, on était tous les deux. Et comme ça, après moi, je faisais les allers-retours avec NTB pour récupérer les collègues. Enfin bref, donc je rapportais la voiture à Nairobi. J'étais avec mon compagnon, donc on laisse les voitures. C'était un des rares hôtels un peu excentrés, donc pas assez sécure, où on pouvait en plus garer les voitures de manière, avant de les ramener à l'ambassade. Et j'entends cette voix, je dis à Martin, mais tu sais, je suis sûre que c'est Tazieff, il n'y a que Tazieff, il faut parler comme ça. Mais je te dis que c'est Tazieff, je suis sûre que c'est Tazieff. On rentre dans l'hôtel, il m'a carrément jeté dans ses bras. Il dit que tu m'agaces, il m'a carrément jeté dans ses bras. Et il était avec le conseiller de coopération de l'ambassade de France. Moi, j'avais cloué. Je dis, monsieur Tazieff, il dit oui. Je dis, je vous avais reconnu entre 1000. Alors, le diplomate était moine. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette folle? C'était un peu ça.
Je dis, écoutez, je suis une collègue du professeur Copin, c'est une ancienne étudiante, je rentre d'Ouganda, et vous avez baigné toute mon enfance, et grâce à vous, je suis là. Et il me dit, c'est dommage, ce soir j'ai un dîner officiel. Visiblement, ça l'emballait pas, mais oh là là, mais moi, ça me ferait plaisir de discuter avec vous, etc. Et on a pris le petit déjeuner ensemble. Donc, on s'est donné rendez-vous à 6h30 ou 7h, je sais plus. Et j'ai vu Taziev, c'est la seule fois que je l'aurais vu de ma vie. Non, pas la seule fois que je l'aurais vu, parce que je loupais quasiment jamais son passage à Connaissance du Monde à la salle Pleyel. Chaque fois qu'il passait, j'étais là. Mais je lui avais jamais parlé, et ce petit déjeuner, ça a été extraordinaire. Il était tout à fait comme je l'avais pressenti dans ses livres et dans ses conférences. Et on a parlé de géologie, de volcans pendant... Pouf. Alors lui venait du Congo, enfin de la RDC, du Zaïre. Alors, je ne sais pas si c'était déjà la RDC à l'époque. C'était en 93, je crois. C'était avant son décès, de toute façon. Oui, ça c'est clair. Il est mort quelques mois après. Et la situation politique n'était pas bonne au Zaïre ou au Congo, donc il partait à l'Erta-Allé en Éthiopie, donc il faisait escale à Nairobi, et voilà, on s'est trouvés dans le même hôtel. C'était un moment merveilleux de ma carrière. Et là, vraiment, c'était aussi quelqu'un qui était extraordinaire. Moi, j'aimais pas le politicien, quand il était minier, j'aimais pas, mais l'homme était vraiment comme je l'avais senti. C'était vraiment quelqu'un de fabuleux. Et on lui doit beaucoup dans la discipline aussi. Voilà. Ouais, je voulais revenir du coup même sur le terrain, que ce soit en Ouganda, parce qu'en fait, ça m'a touchée parce que j'avais l'impression que vous avez peur de rien. Ouais, parce que ce soit avec les hippopotames, vous dites mais tant qu'il est dans l'eau, ça crée rien, alors que même d'autres ont peur et n'osent pas s'approcher. Oui, cette histoire des hippopotames, c'est très connu que quand ils sont dans l'eau, en principe, ce qu'on raconte, c'est qu'il ne faut pas se mettre entre l'hippopotame et l'eau. Oui. Donc quand je suis sur une piste d'hippopotame, là, je crève de peur parce que je ne sais pas s'ils sont derrière ou pas derrière. Mais là, les étudiants étaient avec nous. On faisait donc une école de terrain avec les étudiants de l'université de Makerere à Kampala. Mais ces étudiants, ils n'avaient jamais été sur le terrain. C'était des étudiants de ville. Donc, la nature, pour eux, c'est attention, il y a un serpent, attention, il y a ci, attention à ça. Donc, ils avaient la trouille en permanence. Et quand on est sorti de l'autocar, quand on est arrivé sur le lac, je ne sais plus comment il s'appelle ce lac d'ailleurs, c'est vers le Queen Elizabeth, là, c'est un lac de volcan. Alors, il y avait des affleurements près du lac. Et je dis, on va aller voir les affleurements. Mais non, les hippopotames, je dis, mais ils sont dans l'eau. Si vous les voyez sortir de l'eau, on va se bouger. Mais pour l'instant, ils sont loin. Vous risquez absolument rien. Mais s'il y a des hippopotames, vous ne les entendez pas. Je dis, mais c'est normal. Alors, je suis allée avec quelques-uns qui ont été un peu plus téméraires. Et puis, avec mon compagnon qui faisait l'école de terrain avec moi, on s'était fait 2 groupes. Mais évidemment, nos 2 groupes, ils ont été drôlement limités. Et ils avaient la trouille. Et alors, c'est pas être. Quand on prend des risques, d'abord, ils sont toujours calculés. C'est ça. Le coup des buffles, on s'est trouvé face à des buffles. Là, c'est clair que c'est moi qui ai engueulé la collègue. Parce qu'ils sont trop loin pour la photo. Je dis, mais attends, t'as vu, t'as un troupeau de buffles devant toi, tu bouges pas. Tu ne bouges plus. C'est clair. Et j'avais le rangers derrière moi, parce que quand on est dans des endroits comme ça, on a un rangers. J'ai fait des prospections au milieu d'éléphants, pareil, de troupes d'éléphants, à pied, à 4 km de la voiture, il n'est pas question de faire n'importe quoi. Donc là, on avait 2 rangers avec nous. Et on fait pas n'importe quoi. On s'est plié au vœu des rangers. On s'est planqué avec eux. Et une fois, malheureusement, là, je pouvais pas prévoir. C'est que j'étais en train de prospecter. Il y avait un ranger derrière moi, et il y avait un énorme bosquet. Et quand je me suis approchée du bosquet, il y a 2 buffles qui se sont levés. Et alors là, je sais ce que ça veut dire d'être pétrifiée. Je pouvais plus bouger, je pouvais plus parler, je pouvais rien faire. La seule chose que j'ai entendue, c'est le ranger derrière moi qui découpillait sa Kalachnikov, enfin son arme. Je lui dis, bon, je suis pas toute seule déjà, mais mon cœur passait tellement vite, j'ai cru que les buffles, ils l'entendaient. Le buffle, il était comme vous et moi. Et c'est pas une vache, même une bonne vache. C'est haut au garrot, là. Et c'était un mâle et sa femelle. Et les oreilles prenaient
Il sentait le vent. Je disais, c'était pas possible. Je vais piétiner là. Je pouvais plus bouger de toute façon. Et à un moment, ils sont partis. Et là, bon, ça fait partie des aléas du terrain qu'on peut pas prévoir. Oui. En général, sur le terrain, quand on sait qu'on est dans une région où il y a des risques, de toute façon, on fait attention, surtout avec les animaux sauvages. On ne sait pas. Les buffles, c'est parmi un des plus dangereux. Oui, voilà. Mais en connaissant quand même le type de réaction qu'ils peuvent avoir en fonction de... De toute façon, un type de réaction, s'ils chargeaient, je ne pouvais rien faire. Ouais, donc... De toute façon, je ne pouvais plus bouger. J'étais tétanisée. Ouais. Alors, c'est pas du courage, c'est de la trouille à l'extrême. Parce qu'il y a une anecdote aussi où vous entendez un lion et vous savez que dans le secteur, c'est un lion qui a déjà mangé des gens en fait. Je ne sais pas si c'est lui. Ouais. On sait les rangers s'étaient passés nous voir au camp pour nous dire qu'il y avait un lion mangeur d'hommes. En 7 mois, il avait mangé 8 chasseurs, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en 18 mois, pardon. Donc, on nous a dit, il faut faire attention parce que ça peut être dangereux. Ne prospectez jamais tout seul. Donc, on prospectait toujours à 3. Et donc, j'avais ma voiture, je laisse la voiture, on part prospecter. Je connaissais bien, c'est des gisements à fruits fossiles, on trouvait toujours les fruits fossiles. Et j'avais choisi ça parce que c'est des pentes où on a une bonne visibilité sur la vallée. Donc, ça permet de réagir. Mais bon, on était à pied. Et puis, moi, je continue à chercher des fossiles. Puis, à ce coup, je vois que je suis toute seule. Je dis, Zach, il est parti, il se fout de moi quand même. Ezra, pareil. En plus, ce n'est pas des gens qui faisaient des trucs comme ça. Puis, j'entends un lion. Mais le problème du lion... Pardon, j'ai eu le même en Namibie. Alors, en Namibie, c'est dans le désert. Alors, vous ne savez pas, vous vous rendez pas compte s'il est à 5 mètres, enfin 5 mètres si, parce que ce serait beaucoup plus violent, mais enfin, à 1 km, 5 km, ça réverbère tellement le son qu'on ne sait pas. Et enfin, je savais pas évaluer la distance. Et alors, je ne savais pas s'il était tout près ou pas tout près. Mais je lui ai dit, de toute façon, il ne faut pas que tu restes là. Donc, j'ai terminé ma prospection et je suis revenue à la voiture. Mais on était quand même à 3 km. Puis, c'était pas sur le plat, c'était sur des pentes fossilifères. Alors, pour me calmer, le seul truc que j'ai trouvé, c'est prendre des photos de fleurs. Parce que là, il faut au moins se poser pour prendre des photos. Elles ne sont pas toutes très réussies, mais bon, il semble bien qu'il y avait un souci. Et puis, j'arrive au bout, je ne sais plus, c'était au moins d'1 heure, après j'arrive à la voiture et je trouve mes collègues. Oui, on n'était peut-être pas à 3 km, 2 km au moins, mais pas 3 km, parce que pour que je fasse ça en à peine 1 heure, il fallait que ce soit pas si loin que ça. Et puis, je ne peux rien leur dire sur le coup, parce que c'était des gars qui étaient tellement bien. Il y a Zach qui était du service géologique, Ezra du musée de Kampala. C'était des gars solides, bien. Je voyais, enfin, ça me faisait. Je comprenais pas qu'ils n'aient pas suivi les règles. Voilà. Donc on rentre au camp. Je dis toujours rien, je bosse et tout. Et le lendemain, les rangers repassent. Alors évidemment, ils n'avaient pas trouvé le lion, ils avaient trouvé des cobs. Donc j'ai négocié avec eux un cuisseau de cob parce qu'on n'avait pas mangé de viande depuis plusieurs jours. J'essaie toujours d'avoir de la viande fraîche ou du poisson frais pour qu'on ne soit pas en train de manger des boîtes tout le temps puis qu'on ait des choses fraîches. Donc je négocie mon cuisseau. Chaque fois qu'il y a des gens qui passaient près du camp, comme on était à 5 km de toute vie, d'un côté comme de l'autre du camp, je les invitais à prendre un thé, donc on faisait le thé, on discutait, voilà, ça leur permettait de se prendre un peu d'eau, de faire ce qu'ils voulaient. Et puis, on reparle du lion. Et alors là, moi, je n'ai pas pu m'empêcher, je dis à Zach et Ezra, je dis, mais dites-moi les gars, hier, vous m'avez laissée toute seule. Ah bah oui, t'as pas entendu le lion? Ben, je dis, si, justement, vous m'avez laissée toute seule. Et Zach me dit, mais il n'a jamais mangé de femme blanche, tu risques rien. Et t'es toujours là. J'avais raison. Et en fait, c'est une logique à laquelle bon, il avait raison. Il avait complètement raison. Mais voilà. Donc ça, c'était, si je l'ai mis dans le livre, c'était pour 2 raisons. D'abord, il y avait cette histoire d'environnement, mais il y avait surtout la conception des choses, notre pensée occidentale face à la pensée
africaine ou africaine avec un S, aux pensées africaines. Parce qu'en Afrique, selon les ethnies avec lesquelles vous travaillez, ou vous trouvez, c'est pas les mêmes raisonnements, c'est pas les mêmes échanges, pas du tout. Et c'est ça qui fait la richesse de notre vie, au-delà de la paléontologie. C'est qu'on a aussi, on est amené à discuter, à disserter. Je crois que je l'avoir dit dans le livre, ce vieux Sherman du village qui nous autorisait à mettre notre campement à tel endroit, etc., même si c'était loin du village, mais c'était ses terres. Je négociais avec lui à chaque fois, et je l'invitais donc avec les vieux du village à venir partager notre chèvre le dernier jour du campement, et il était musulman, donc il n'a rien mangé, parce qu'il savait, moi je savais pas lui dire comment elle avait été tuée, etc. Bon, à la limite, je suis pratiquement sûre que j'avais un ouvrier musulman, donc je suis pratiquement sûre que c'est lui qui l'avait fait, mais je pouvais pas le prouver. Et puis je l'ai pas trouvé sur le moment pour lui dire, donc il a préféré pas manger. Et il est resté avec moi, il s'est pas mêlé aux gens, et on a commencé à discuter de l'origine de l'homme et tout. Et finalement, on s'est peu mêlé aux gens ce soir-là, alors qu'en général, on est toujours au milieu des gens. Mais on a eu cette réflexion sur l'avenir de l'homme, l'origine de l'homme. Et c'était passionnant. Et avec son bol de riz. Alors du coup, j'ai fait comme lui, j'ai pris mon bol de riz parce que c'est par respect pour lui. Enfin, je trouve que c'était normal. Et donc voilà, ça fait partie de la vie de terrain. Et c'est là où je bénis mes parents, parce que si mes parents m'avaient pas élevée comme j'ai été élevée, le fait de pouvoir voyager partout et de m'adapter partout m'aurait peut-être pas permis de faire autant de choses dans ma vie de chercheur. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais j'ai vu une partie d'un documentaire aussi où vous êtes sur le terrain. Oui. Et même en tout cas, même en lisant votre livre, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti aussi, c'est vous respectez beaucoup les populations locales qui sont sur place et même le fait qu'elles puissent prendre le relais en fait. Et c'est le rôle qu'on espère. Par exemple, en Ouganda, au Kenya, ça s'est arrêté provisoirement. Là, on essaie de rendre ces choses. C'est compliqué parce qu'il y a des problèmes politiques en plus. Et là, ça me dépasse. Il y a des choses que je peux gérer, d'autres que je peux pas gérer. Quand c'est un problème interne, ça, je peux pas. Parce que vous apprenez même la langue en fait. Très mal, mais je l'ai apprise. Vous communiquez même avec eux dans leur langue en fait. Alors je vais vous dire, j'ai fait une mission en Tanzanie une année. Ça a fait hurler les Tanzaniens qui étaient avec nous, parce que mon swahili, je l'ai appris avec le cuisinier à Nairobi en 77. Je l'ai peaufiné sur le terrain en Ouganda avec le chef des ouvriers. Donc c'est vraiment pas le swahili littéraire, parce que le swahili où on a des déclinaisons, où on a ce qui s'adresse aux vivants, ce qui s'adresse aux morts, ce qui s'adresse à l'animal et ce qui s'adresse à l'homme, etc. Tout ça, c'est très réglementé dans la langue swahili. J'ai essayé de l'apprendre par moi-même après avec des méthodes, mais ceci étant, je la parle très mal, mais je peux rentrer dans une conversation, je peux rentrer dans une discussion, et ça m'a permis moi de pouvoir échanger avec des collègues japonais qui parlaient pas l'anglais, par exemple, parce qu'ils travaillaient au Kenya, et on a travaillé ensemble sur le terrain. Donc ça, et eux aimaient pas l'anglais, moi je l'aimais pas non plus l'anglais foncièrement, donc ça, on a trouvé une langue véhiculaire, mais alors ça a été non, ça a été des grands moments de rire en fait. Mais non, et je continue. Alors je le pratique moins, mais je continue à le pratiquer en Ouganda quand même. Alors, et puis mes jeunes s'y mettent. Alors ça c'est bien parce que comme ils ont repris le programme, donc oui c'est fondamental parce que je pense que quand on travaille dans un pays étranger, d'abord il faut avoir le respect pour les gens qui connaissent leur pays. Vous le connaissez a priori partiellement ou partiellement, ce qui revient au même. Donc vous pouvez avoir des idées toutes faites sur le pays. L'Ouganda, j'avoue, j'ai commencé à le connaître, mais je vais dire par la porte la plus dure, le coup d'État, l'embuscade, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, j'avais dit à mon cher étendre, je dis, écoute, si on ne revient pas l'année prochaine en Afrique, je ne pourrais plus mettre mes pieds en Afrique, il faut qu'on vienne. On est revenu en 86, et depuis, on est revenu tous les ans. Voilà, c'était violent la première mission en Ouganda. Mais donc j'apprends la langue parce que je trouve que pour au moins saluer les gens dans leur langue, c'est le minimum qu'on peut faire. Et il n'y a rien qui m'a... Moi, c'est un de mes rêves, mais ce ne sera pas possible parce qu'on n'a qu'une vie. Alors moi, c'est d'avoir plusieurs vies. Et une vie, j'aurais pu parler toutes les langues du monde. Me réveiller un matin en parlant toutes les langues du monde. Mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, avec l'IA, il y a des moyens où en fait c'est possible même via le téléphone, de pouvoir parler. Moi, je l'ai utilisé aux États-Unis parce que
ça va en anglais, je me débrouille, mais je voulais avoir une conversation plus profonde. Oui. Et j'ai pu du coup discuter avec un entrepreneur américain, des quartiers d'Harlem, vraiment qui est au cœur des quartiers d'Harlem et qui met en avant les femmes noires, etc., la communauté. Et du coup, on avait ce traducteur où moi je pouvais parler en français, il avait la transcription en anglais et vice versa. D'accord. Et du coup, ça a pu créer des ponts. Et avoir une conversation. Et en fait, c'est possible dans toutes les langues aujourd'hui. Vous avez quasiment fait le tour du monde, en fait. Non, pas du tout. Je connais pas du tout l'Amérique du Sud. Je connais monsieur les États-Unis. Et puis en Asie, je connais que le Japon. Voilà, c'est très... Vous avez bien bougé quand même, quoi. Oui, j'ai bien bougé. Oui, c'est sûr, j'ai bien bougé. Et je continue de bouger tant que je peux le faire, parce qu'il y a un moment que je pourrais plus le faire, ça c'est clair. Et je trouve que c'est tellement enrichissant. J'étais en Pologne dans les années les plus dures, dans les années 80, où moi j'ai l'impression de me trouver dans un pays africain. J'ai vu des gamins avec des ventres ballonnés comme au Biafra. Et on était en Pologne à 2000 km de Paris. J'ai crevé de faim, j'ai perdu 10 kilos en un mois de terrain. Il n'y avait rien à manger. Ah ouais. Et quand on mangeait, c'était après les réunions du parti. Alors on mangeait ce qui restait. Ouais. Voilà. Et j'avais un repas par jour. Et c'était... Voilà. Et quand je suis entrée en France, je me rappelle qu'un copain m'a dit « Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» J'ai dit « Je reviens de Pologne, là, vous m'avez envoyé. » Il me dit « Ah, il faudrait que je fasse ça. » Oui, je vous reprends. Mais les étudiants qui se plaignaient, je dis « Mais vous n'avez pas le droit de vous plaindre. » Je dis « Là, je rentre de Pologne. Vous ne vous rendez pas compte de l'état dans lequel est le pays. Les gens n'ont pas de quoi manger. Et vous restiez pour faire votre mission et un mois de recherche. Oui, le matin, j'avais une tranche de pain noir avec de la graisse de porc, un verre de thé sans sucre avec du thé pas en sachet. Le midi, alors on avait un déjeuner à 3 heures. Alors on avait une pause le matin, on avait une tomate, un petit pot de lait et puis je sais plus quoi à partager pour déjeuner. Et l'après-midi, à 3 heures, on avait le repas. Qu'on prenait dans un petit restaurant où on mangeait après que les membres du parti aient mangé, donc on mangeait ce qui restait. Alors j'avais une boulette de kacha par repas, 80 grammes de viande, non pas 80 grammes, de viande mélangée au kacha. On avait de la compote, ce qu'on appelle la compote, c'est une espèce de jus de prune. Puis on avait autre chose, je ne sais plus, il y avait un ou deux, mais enfin c'était un repas léger, qui était relativement léger quand on fait un travail de terrain. Et j'ai fait ça une année avec les chars russes qui étaient à 2 km. Donc on avait vu sur les chars russes dans une zone interdite. Alors tous les jours j'ai été contrôlée par la police militaire. Tous les jours ils venaient au campement et ils venaient recopier mon passeport. Pendant 2-3 jours ils sont venus en uniforme, après ils sont venus en civil. C'était beaucoup plus embêtant. Parce que moi, je parlais l'allemand. Eux étaient censés parler l'allemand, mais leur allemand était tout à fait limite. Ce qui fait qu'ils ne comprenaient pas, ou alors ils ne voulaient pas comprendre ce que je disais. Parce qu'à l'époque, je parlais couramment allemand. Je l'ai pas mal perdu, parce que je le pratique beaucoup moins, mais à l'époque, je parlais couramment. Et c'était dur. Ça a été dur parce qu'en plus mon collègue était parti, j'étais avec ses étudiants qui parlaient que le polonais ou l'allemand, donc je pouvais discuter avec les étudiants, mais le collègue, il a eu son petit bébé à ce moment-là, donc il était parti près de sa femme, dire je suis la marraine d'un des enfants maintenant, et ça a été pénible parce que avec les militaires on pouvait rien faire. Enfin, tout ce que je peux dire, je remercie Air France, mais il ne faut pas faire de publicité, mais grâce à eux, le petit sandwich triangulaire en pain de mie, jambon beurre pain de mie, ça a été Byzance quand je suis rentrée. Byzance. Et surtout quand j'ai commencé à faire mes courses, il y avait tellement de choses dans les supermarchés. Là-bas, il n'y avait rien. Un jour, on avait du PQ, le lendemain, c'était du chocolat, le troisième jour, c'était peut-être des pommes de terre. On ne savait jamais ce qu'on allait voir. Et les gens commençaient la queue à 5 heures le matin pour ne rien avoir, quelquefois. Donc, c'est des conditions de guerre, en fait. Mais c'était quasiment en guerre ouverte avec la Russie à l'époque. C'était compliqué. Et puis moi, j'étais dans une ville, mon ami travaillait avec Solidarność, donc il était recherché par la police. Donc un soir, il n'a pas pu rentrer à la maison. On nous a arrêtés dans la rue à Lublin en disant qu'un des étudiants a dit « il ne faut pas que tu rentres chez toi parce que voilà ». Donc je suis rentrée toute seule. C'était compliqué. C'était des années vraiment...
Mais bon, j'ai vécu ça et je pense qu'aussi ça m'a aidé à mûrir aussi. Je crois que c'est des choses qui sont... On en parle dans les journaux, mais on en a beaucoup parlé à l'époque. Mais quand vous êtes sur place, c'est autre chose. Et puis j'ai vu le camp de concentration de Solidor. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Beaucoup marqué. J'avais vu Struthof en France, mais je n'avais pas vu le Solidor. Et là, j'ai vu des tonnes de chaussures d'enfants empilées. Comment on peut vouloir que ça revienne un jour, ce genre de choses? C'est au-delà de ma compréhension. Et quand on voit ce qui se passe dans le monde, les gens n'apprennent pas du passé. Non. C'est terrible, parce que c'est... Partout, c'est aux portes de nos portes. Enfin, c'est-à-dire, et moi, ça me choque beaucoup. Et ça m'a beaucoup choqué de visiter ce camp. Pendant 2 heures, il n'y avait pas un bruit. On entendait les abeilles, et je verrais toujours ce dépôt de chaussures d'enfants, de la base au sommet. C'était des dizaines de mètres carrés de chaussures d'enfants. Je crois que c'est ce qui m'a le plus frappé. Il y avait d'autres choses qui étaient frappantes. Mais ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai du mal à voir. Mais bon, ça fait partie de ma vie. Ouais, mais c'est une des raisons pour lesquelles je fais les vidéos et que je veux pouvoir transmettre, c'est parce qu'il y a des choses que je veux absolument pas qui se perdent. Moi, j'avais une très belle relation avec ma grand-mère qui a vécu l'occupation à Dunkerque. Son père qui a été fait prisonnier en Allemagne, donc qui est revenu ensuite, mais pendant une période, elle savait pas s'il était vivant ou mort, en fait, ce qu'il était devenu. Et un de ses oncles, pareil, qui a été fait prisonnier, et donc elle a eu en fait des retours et des récits de ce qui s'était passé là-bas. Et même elle me disait, il raconte pas tout. Je sais qu'il raconte pas tout. Et elle m'a raconté beaucoup de choses que elle avait vécues aussi. Et elle répétait en boucle, il y a rien de pire que la guerre. Et elle dit, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas que ça se reproduise. Oui. Sauf que ce sont des choses que certaines personnes ont vues, ont vécues. Donc du coup, elle avait à cœur que ça se reproduise pas. Mais la génération juste après qui a vécu dans l'aisance, en fait, c'est oublié. C'est ça que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, moi, me désole terriblement parce que je comprends plus ce monde. Peut-être le temps que je me retire sur une île déserte parce que j'ai du mal là. Mais... et c'est pour ça parce que la transmission peut se faire de plusieurs moyens. Aujourd'hui, les générations actuelles, ça passe par ça. Et c'est pour ça que je veux pouvoir le rendre accessible via ces moyens-là, créer des ponts, créer de la connexion. Avoir aussi, moi je disais à ma grand-mère, l'objectif c'est que ceux qui vont venir après toi, qui n'auront pas eu la chance de pouvoir te connaître, ils pourront te connaître et entendre les récits que moi tu m'as racontés, dont tu m'as fait bénéficier, et qui ont fait qui je suis aujourd'hui en fait, et qui font aussi ce pourquoi je fais tout ça aujourd'hui. Bien sûr. Chacun a son parcours bien sûr. Du coup de pouvoir le transmettre et justement pour qu'un maximum de personnes avoir une vision globale, et dans le temps, et dans l'espace. Bien sûr. C'est le rôle du paléontologue, dans le temps et dans l'espace. On a quelque chose en commun, là. Avec des moyens et des techniques différentes. Ah oui, ça, c'est différent, c'est clair, mais enfin bon. Mais oui, de pouvoir transmettre ça, et que... Parce que il y a même une histoire qui m'a fait rire, qui est dans votre livre, encore une fois, d'histoire de transmission et d'échange de savoir, c'est que, je sais plus c'est dans quel pays, où la personne elle a un crâne en fait qui est très ancien mais qu'elle s'en sert de bougeoir. Ah oui, c'est en Namibie. C'est le crâne de la rivière Orange. Donc elle n'en connaît pas la valeur que ça a. Oui, c'était un ingénieur des mines. Lui, il faisait son travail d'ingénieur. Il avait compris l'intérêt de notre travail. Donc, comme on n'avait pas le droit de rentrer dans ces mines en exploitation, il gardait les sédiments de côté une fois qu'ils avaient vu pour le diamant. Et donc, on avait accès à ces rebuts, en fait. Et puis un jour, quand il a pris sa retraite, en fait, il est venu nous voir. Il dit au fait, j'ai ça à la maison. Et c'est certainement un fossile, ça doit vous intéresser. Je vois le truc, je dis, Martin, c'est pas possible, c'est un fossile. Et ça correspond à un moment où la rivière Orange a subi une crue. Mais nous, on avait trouvé des traces de pas humains le long de la rivière déjà, dans des argiles compactées, mais elles sont pas restées. On a voulu les protéger, mais les crues ont été trop violentes et elles n'ont pas été protégées. J'ai quelques photos, c'est tout ce que j'ai. Et on a trouvé des outils taillés aussi, mais arrachés à la berge du côté namibien, mais pas en place. Donc on pouvait rien en faire de ces gisements, ces objets qui n'étaient pas taillés.
Donc, on avait voulu établir un truc, mais ça s'est passé très vite, la crue, et du coup, ça n'a pas été possible. Mais lors d'une des crues anciennes, ce monsieur avait trouvé ce morceau de crâne. Donc, ce crâne, il s'en servait comme de chandelier. Donc, on l'a fait venir en France. On l'a emporté en France d'ailleurs. Il a été nettoyé par les experts de notre laboratoire, dont c'est le métier depuis. On a un laboratoire d'excellence là-dessus. Ils sont vraiment très très bons, nos techniciens qui font de la reconstitution, du dégagement et tout. Donc ils sont arrivés à enlever la cire sans abîmer l'os et ils ont pu étudier la calotte crânienne. Mais ça s'est pas arrêté là, l'histoire. C'est que la calotte crânienne, elle a été rapportée en Namibie. Et on l'a transmise, on l'a redonnée au président Nujoma, Sam Nujoma, qui était le président à l'époque, lors de la visite officielle du président Chirac, qui était accompagné d'Yves Coppens et d'une série de députés, de parlementaires français. Et avant que M. Chirac n'arrive, l'ambassadeur me dit « il faut que vous soyez là ». Je dis, monsieur, je suis à 800 km, puis j'ai rien à me mettre. Ah ben vous viendrez avec un jean troué, ça fera très le couleur locale. Avec toi hier Chirac, enfin moi je voyais mal, et puis en le président namibien, enfin vous voyez. Bon, donc alors, je suis revenu 2 jours plus tôt, c'est mes collègues de la Namdeb, on est rentré par un Cessna 4, John était là, moi, Martin, puis un autre collègue de la Namdeb, je crois. On est rentré à 4 d'Orange Moon. Moi, eux, ils sont allés faire leur boulot. Moi, j'étais de me trouver un petit ensemble africain dans une boutique sénégalaise qui n'existe malheureusement plus, mais c'était génial. Enfin, quelque chose de correct, pas trop cher, parce que c'était, voilà. Et donc, j'étais dans le service de sécurité de M. Chirac. Bon, alors, je me suis occupée des parlementaires avec Martin, quand il y avait les discussions franco-namibiennes entre présidents. Moi, je les ai emmenés au musée de Windhoek, et puis on leur fait visiter, puisque c'est nous qui avions monté le musée. C'est très pratique, tout ça. Bon, bref. Cérémonie officielle. On venait d'arriver. Latipa, je ne sais plus qui de l'ambassade me dit, c'est l'ambassadeur qui a dit, vous allez prendre la parole. Alors, le chef du protocole, il était sous ses états, mais il n'y a pas de temps, il y a un truc. Enfin, bon, je ne sais plus qui c'était à l'époque, mais je sais qu'il n'était pas très agréable. Et puis moi, je n'étais pas diplomate, donc je pense qu'il était encore moins agréable avec moi. Mais enfin, bref. C'est comme ça. Donc, M. Chirac fait son discours, il passe la parole à Coppens, et Coppens dit, mais j'ai la perle scientifique qui va pouvoir vous en parler. Alors, chef du protocole, vous avez 30 secondes. Et alors moi je prends la parole, donc j'explique qu'on a été trouvé par les collègues de la Namdeb, que ça nous a été transmis, il est venu en France pour le dégagement, etc., et que nous sommes heureux de le rapporter au pays, etc. Donc l'original, etc. Au président namibien, on avait remis un dessin qui avait été fait par un membre de notre équipe espagnole, qui était un dessinateur. Il s'est trouvé là l'année où on l'a découvert. Donc forcément, ça a aidé. Il a fait tout de suite un croquis, un machin, un truc, bref. Donc voilà. Et alors par contre, là où j'ai pas été déçue du voyage, on parlait de traduction. Le traducteur officiel, il a dit officiellement que le fossile avait été trouvé dans un antiquariat à Paris et que M. Chirac l'avait rapporté de Paris après cette découverte. Donc tout ce qui avait été traduit était faux. Et c'était un traducteur officiel. Le collègue de la Namdeb, John, je l'avais en face de moi, il est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Après on en a discuté bien sûr ensemble. Je dis, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais ils étaient choqués, parce que du coup, le rôle de la Namdeb, qui était quand même fondamental, avait été complètement évincé. Et voilà, et c'est une traduction officielle diplomatique. Alors ça, je vais vous dire que maintenant, je fais attention, parce que voilà. Donc, c'est bien Dan Marek qui l'a trouvé lorsqu'il travaillait pour la Namdeb, enfin la 6e puis la Namdeb, et qui nous l'a confié. Nous avons eu le droit de l'exporter grâce à nos permis, qui nous sont fournis par les services namibiens d'exportation, et il a été répatrié après au pays, après publication. Voilà. D'où l'intérêt d'avoir des bonnes relations, de faire des belles connexions et de rendre à chacun le travail qui a été fait.
Bien sûr, Donc, ah oui, ça c'est. ouais. On tient beaucoup à ce que ce soit en collaboration avec les gens locaux. Et Mhm. d'ailleurs, l'équipe de Dominique Gomery, là, qui travaille un de mes premiers jeunes qui a appris mon travail en Afrique du Sud et qui est maintenant directeur de recherche au CNRS, donc il a de la bouteille maintenant, est une des premières missions qui est co-dirigée officiellement par des Sud-Africains. En général, c'est des équipes allemandes, anglaises, américaines, mais avant, ça ne se faisait pas. Mais eux, ils ont insisté et ils peuvent avoir une codirection. Nous, pour l'Ouganda, on a essayé de le faire depuis des années et ça, on va finir par avoir gain de cause, je pense. Mais c'est des endroits où ça ne se fait pas, mais les endroits où c'est possible, on n'offre pas la possibilité. Voilà. Et nous, on veut absolument que ce soit pris en charge par des locaux. Et en fait, qu'on soit invité par les locaux. Ce serait rendre à César ce qui lui appartient, et je trouve que ce serait dans la suite des échanges de collaboration, de coopération. Il n'y a pas de raison qu'on soit toujours derrière. Donc la jeune collègue, elle va avoir son diplôme de thèse là très bientôt. Là maintenant, elle a resoumis sa thèse, je crois. Donc on attend les résultats. Mais ce serait normal qu'ils aient leurs propres expéditions. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup d'argent localement, donc ils ont besoin de l'international pour pouvoir financer les missions de terrain. Mais je suis sûre que si à un moment il y a un Ougandais, un Kenyan, qui prend en charge les choses, ce sera beaucoup plus facile. En fait. Oui, et puis c'est une richesse parce que vous parliez dans votre livre justement de la pensée unique ou d'être uniquement dans une façon de penser, mais quand on est de cultures différentes, de milieux différents, et qu'on se confronte et qu'on en discute ensemble, ça évite ça en fait. On n'aborde pas les problèmes de la même manière, on les aborde de manière beaucoup plus large. Et moi, j'ai toujours dit à mes étudiants, j'aurais été élevée au Japon, en Angleterre, en Sierra Leone, aux États-Unis ou ailleurs, j'aurais pas été formée de la même manière à l'évolution. Donc forcément, j'aurais pas les mêmes transmissions par rapport à l'évolution. Et c'est pour ça même que j'ai encouragé mes collègues ougandais ou autres à aller se former, pas seulement en France, mais dans d'autres pays, pour avoir des différentes approches, pour pas qu'ils soient construits dans un système de pensée. Et je trouve que le système de reviewing actuellement, moi, me désole dans certaines revues américaines, parce que si vous ne pensez pas comme le rapporteur, votre papier, il est flambé. Ça, c'est inadmissible. Au sens de la science pure et dure, c'est inadmissible. Si un papier a une problématique, une bonne démonstration et une bonne conclusion, et tient si c'est logique, il doit être publié, même si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats. Ça fait partie des échanges scientifiques. Parce que du coup, on est en train de couler lentement, mais sûrement, vers une pensée unique dans la science, une sorte de religionisme, de religiosité, pardon, de la science, qui n'est pas acceptable. Des mots. Moi aussi, je le fais. Donc. Non, mais moi j'ai été très marquée par un collègue américain qui, quand j'ai présenté on a eu un grand colloque qui s'appelait The Hard Evidence à l'American Museum de New York en 1900, alors je ne crois pas dire de bêtises, ça veut dire 1983. Et Coppens m'avait demandé de présenter les résultats des travaux de l'équipe. Donc, j'ai été présenter les résultats devant un parterre de 400 scientifiques, les grands pontes là, et à la fin de ma présentation, mon copain était dans la salle quand même. Il n'y avait pas que lui, il y avait Vandermeersch, mon enseignant, qui était là aussi. À la fin de la présentation, il y a un collègue américain qui s'est levé, pointant du doigt, mais disant « You are an heretic ». Le moment de solitude que j'ai vécu sur l'estrade de l'American Museum, sur la scène, c'est plus qu'une estrade, c'est une scène. Et puis bon, il y avait mes copains de New York qui étaient là, et puis on pensait la même chose, ils avaient confirmé nos résultats. Donc je me suis dit, bon, puis il y en a un qui était gros, enfin solide, dirons-nous. Alors je lui ai dit, tant qu'il est là, je risque rien. Restons calmes, il ne peut rien m'arriver. Et la séance de questions a lieu. Alors effectivement, on a posé des questions. Le gars qui était agressif, je ne te donnerai pas son nom parce qu'il est toujours de ce monde, toujours aussi agressif, mais bon, c'est comme ça. Et il s'est assis, il a pu poser de questions, mais alors, quand on est descendu après, il y avait le déjeuner. Il y a un professeur écossais qui est venu vers moi.
Charles Oxnard en me disant « Brigitte, please join the club ». Et je me suis dit, mais il a tout à fait raison. L'hérésie n'a pas lieu d'être en science. C'est un lieu de partage. Et tous mes tabous sont tombés, et depuis, je suis restée, je pense, hérétique, en tout cas, non conformiste, dans les moments où on voit que tout le monde est contre vous. Et moi, j'ai dit une fois à un collègue comme ça, qui était très agressif, je dis, c'est pas parce que 85%, 90% de personnes pensent comme ça, qu'elles ont forcément raison. Nous ne sommes pas dans une élection électorale. Et encore, si on avait 85% de résultats positifs à une élection électorale, les gens seraient très contents. Ça, c'est plutôt une république bananière. Voilà. Et ça ne lui a pas fait plaisir. Mais bon, mais je le pense sincèrement. Ouais, moi aussi, hein. Mais vraiment. Oui. Il y a une histoire qui... Parce que moi, quel que soit le domaine, que ce soit scientifique ou religieux, etc., je suis contre l'idée qu'il n'y ait qu'une seule voie, point barre. Pour moi, la divergence, c'est la plus belle des choses. La diversité, surtout. Et la diversité, Parce que la divergence, elle peut être dangereuse. Mais la diversité est plus conviviale. Oui, voilà. Et le récit de Aristarque de Samos... dont vous parliez tout à l'heure. Qui du coup, même s'il a raison, ou a une partie en raison, à partir du moment où à son époque, quelqu'un qui a eu validation dans son domaine, Archimède lui dit que non, en fait, ce qu'il dit, c'est pas bon, du coup, ça passe à la trappe, mais pendant X temps, en fait. Oui. Donc, c'est ce qui s'est passé un peu avec l'enfant de Tongue chez nous. Quand l'establishment britannique, qui était malade de trouver le plus ancien sur leur terre, a remis en cause la découverte de l'enfant de Tongue en disant c'est un enfant, c'est ci, c'est là, ça va pas marcher, c'est pas bon, etc. En plus, à une époque où on disait que l'ancêtre devait être asiatique, de toute façon, pas anglais, mais asiatique, puisque c'était les découvertes du Pithecanthrope à Java et tout ça, en suivant les règles de Haeckel et tout ça. Donc, l'enfant de Tongue, il a eu du mal à se faire écouter. Alors, comme c'était un enfant, les caractères, ils n'étaient pas définitifs, mais le peu de caractères qu'on voyait, ils allaient à l'encontre de ceux qu'on admettait en fonction de ce qu'on supposait être correct. Donc forcément, c'était le serpent qui se mord la queue. Et cet establishment a dégommé, excusez-moi, enfin, l'a cassé, l'enfant de Tongue. Il a fallu attendre 1937 jusqu'à ce qu'on en trouve un adulte et que l'Australopithèque africanus, donc l'Australopithèque du sud de l'Afrique, soit reconnu comme ancêtre validé. Peut-être pas ancêtre direct, mais en tout cas ancêtre. Voilà. Et ça, ce qui fait beaucoup de mal à la science, je dirais pas c'est les grands pontes, parce qu'en général les grands pontes ils sont très ouverts, mais c'est ces gens qui se donnent la capacité de tout savoir sur tout. C'est même pas se donner la capacité, c'est se donner l'autorisation de penser sur tout, de penser tout et bien sur tout, et qui finalement connaissent peu de choses. Et ce sont eux qui vont tester, qui vont orienter, enfin voilà. Et ça me donne beaucoup. Coppin, c'était un grand ponte. Et justement, c'est l'antithèse classique, évidente, de tout ce qu'il faut pas faire dans la science. Il a donné sa chance aux gens en qui il croyait, en des non-conformistes, en des limites hérétiques, et il ne s'est pas occupé du reste. Il a continué avec toujours la même élégance. Et ça, il y a peu de gens qui lui arrivent à la cheville, hein, je veux dire. Et il nous manque beaucoup parce que c'était un vrai régulateur, en fait, des pensées d'une certaine manière, dans la mesure où il savait trouver les mots pour calmer ces ardeurs violentes anti-un-tel, anti-un-tel. Voilà. Ah, des gens ils veulent toujours imposer. Oui. Et les revues, moi je vois des revues maintenant, c'est que des lobbies pour certaines. Et c'est toujours les mêmes qui publient dedans, parce qu'ils sont membres du corps éditorial. Mais c'est là où justement on ne doit pas publier dans cette revue sans un membre d'accord éditorial, parce que c'est être jugé parti. Et du coup, on impose des idées petit à petit par des rapports qui refusent ceux qui ne pensent pas comme vous. Et ça, alors, peut-être que les papiers ne sont pas bons, ça c'est vrai. Mais enfin, moi je l'ai vécu, et mon papier il a été accepté tout de suite ailleurs, parce qu'il était original. Donc quand on n'est pas capable de voir l'originalité, on vient d'une sorte de...
je vais dire technicien de la science, et encore ça, c'est pas bon, parce qu'il y a des techniciens qui ont beaucoup d'originalité dans leur démarche et qui sont meilleurs que certains chercheurs. Donc, non, c'est une question d'ouverture d'esprit. Ça, c'est clair. La science ne peut se faire qu'avec une ouverture d'esprit et en dehors des lobbies. Ouais. Parce que vous rentrez dans telle équipe, vous savez que vous allez devoir publier ça. Il faudra suivre tel chemin, en fait. Et Coppens, il n'a jamais imposé ça, et moi, je ne l'ai jamais imposé à mes jeunes. Jamais. D'ailleurs, j'ai souvenir d'une anecdote, si je ne me trompe pas, que vous aviez racontée en conférence par rapport à des recherches que vous avez faites et publiées, et que les Américains le font le même constat des années après. Oui, mais médiatiquement, c'est quand j'ai parlé de la locomotion dans les arbres de Lucie, avec le monde supérieur, etc. L'équipe américaine est arrivée au même résultat, mais les collègues ont eu l'honnêteté de citer tous mes travaux et ceux de Madame Tardieu, Christine Tardieu, qui avait travaillé sur le genou et montré aussi que c'était pas de la bipédie humaine. Et eux ont eu l'honnêteté et l'éthique de le faire. Mais après, les chercheurs suivants ont cité leurs travaux à eux exclusivement, et c'est devenu une idée américaine, de fait. Ouais. Et moi, j'ai vu que les idées avaient changé quand dans le premier livre d'enseignement de la primatologie aux États-Unis, qui est le livre de John Fliegel, qui était un très bon livre sur l'évolution des primates, a été modifié et où ils ont mis une illustration où Lucie était dans les arbres et à terre. Et c'est comme ça que ça s'est diffusé. Ouais. Mais quelque part, je m'en fiche un peu, parce que finalement, l'idée, elle a fait son chemin. Oui. Et on n'est là pas pour se faire reconnaître, c'est que les idées, elles passent et elles transcendent l'espace. Oui. C'est elles seront là, elles seront là encore pour quelques années, jusqu'à ce que nous soyons remis en cause, évidemment, parce que demain, ça peut changer. C'est le jeu. Nous, en tant que scientifiques, on est là pour mettre une pierre sur le chemin de la connaissance. Cette pierre, elle n'est pas définitive, elle va bouger, elle va rouler, elle va se déplacer. Parce qu'elle sera déplacée par d'autres roules. C'est un peu le coup de la pétanque. Hein. On donne un coup de dent et puis ça va être déplacé, etc. Puis ça reviendra peut-être. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que trop de gens essayent de trouver une position sociale dans la science. Alors que ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de faire avancer la connaissance et de transmettre cette connaissance, sachant qu'elle change tous les jours. Alors, plus ou moins de manière importante. Et moi, je vois quand je vais des jeunes, il faut que je fasse ça, c'est important pour ma carrière. Moi, j'ai jamais pensé à ma carrière, en fait, elle s'est faite comme ça, quoi. Alors, plus lentement, parce que j'étais une femme, mais bon, à la limite, je vivais pas sous les ponts, j'avais de quoi vivre. Mais déjà, quand j'ai eu ma thèse d'État, des collègues anciens enseignants qui m'enseignaient se sont mis à m'envoyer leur tirer à part. J'étais admise dans un cercle. J'avais pas changé. J'avais les mêmes qualités, les mêmes défauts. Quand je suis rentrée en poste, j'ai commencé à être écoutée. Mais ça demande du temps. Alors, il y a déjà ce passage de témoin qui doit être fait, en tout cas ce passage de maturité, je vais dire un peu comme chez les Africains où il y a les passages de classe où on est admis dans telle classe ou telle classe parce qu'on est à l'âge, il y a un peu de ça. Après, il y a la reconnaissance en tant que femme. Moi, une fois, j'ai reçu quelqu'un au musée de l'Homme qui venait me faire expertiser des os. Il pensait que c'était les os de Saint-Gilles de je ne sais plus quoi, d'ailleurs maintenant. Quand j'ai regardé les os, je dis écoutez, a priori, il y a plusieurs éléments dedans, Donc, je vous laissez la semaine, repasser la semaine prochaine. J'ai tout nettoyé, j'ai recollé ce que je pouvais recoller. Il s'est avéré qu'il y avait 2 bassins féminins, il y avait une mâchoire d'enfant. Donc, c'était vraiment... Voilà, donc je lui ai expliqué qu'il y avait 2 bassins féminins pour telle et telle raison. Il y avait une mâchoire d'enfant, les dents n'étaient pas définitives et tout. Et le monsieur m'a dit, il y a quelqu'un de compétent chez vous? Alors, je lui en ai pas voulu parce que c'était un monsieur du grand public. En fait, il voulait que ça confirme son idée à lui. On voit souvent des gens qui sont comme ça. Et en plus, à l'époque, j'étais toute jeune. Je venais d'avoir mon poste, j'avais 28 ans, 27 ans. Je venais d'avoir un poste, donc j'étais toute jeune. Non, j'étais même plus jeune que ça. Je devais avoir 24 ans. Oui, 24 ans, chose comme ça. Je dis pas de bêtises. 22, 4... Non, 28 ans, c'est ça. 28 ans, non. Et j'étais toute jeune. Et alors, ça m'a scié, parce que la semaine, j'avais été assez à travailler pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de compétent chez vous?
Ah, parce qu'il était venu chercher un résultat. Oui. Donc, confirmation de ce qu'il pensait. Voilà, ouais. Mais c'est très souvent les gens qui viennent voir. À part, il y a des gens qui sont très simples. Enfin, j'ai reçu quelqu'un qui m'a apporté un galet, étant persuadé que c'était un œuf d'oiseau. Et alors je dis, écoutez, non, ça ne peut pas être un œuf d'oiseau pour telle et telle raison. Vous voulez voir l'oiseau fossile? Je vais vous en montrer. Alors, comme j'avais à l'époque, j'étudiais les oiseaux fossiles de Namibie, pardon, j'avais quelques représentations d'œufs. Je dis, vous voyez, ça c'est un œuf pour telle et telle raison. Ça, c'est pas un œuf. Et là, les gens étaient vraiment très très gentils, ils se sont confondus en excuses. Je dis, non, c'est comme ça. Vous avez eu raison de l'apporter, ça aurait pu être un œuf. Mais voilà, c'est un galet qui est roulé, qui a une forme d'œuf, mais c'est pas un œuf. Mais ils ont été très très gentils. Puis quelquefois, on a des gens qui sont parfaitement odieux, qui viennent voir parce qu'ils veulent que vous confirmiez. Et quand vous dites non, non, c'est pas ça. Alors, il y a ou vous êtes incompétent, puis vous êtes une femme, donc vous êtes forcément moins compétente qu'un homme. Ça, je l'ai vécu aussi. Donc, faut pas se. Je m'en formalise pas parce que ça fait partie du jeu quelque part. Mais voilà, ça fait partie de la vie aussi. Nul n'est parfait. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Ma dernière question. L'échange pourrait durer, je crois, toute une semaine. Oui, ben j'ai un train à reprendre bientôt d'ailleurs. Je surveille l'heure, on est dans les temps, il n'y a pas de souci. Si vous pouviez remonter le temps et vous donner un conseil à vous petite, qu'est-ce que vous diriez? Après tout ce que vous avez vécu, expérimenté, etc., qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ça, c'est un conseil, c'est une question à 1000 francs, à 1000 euros, c'est encore plus cher maintenant. Quel conseil je me donnerais? D'être peut-être plus sage quelquefois. Parce que je suis très spontanée, et la spontanéité, quelquefois, elle a ça a double tranchant. Je trouve que la spontanéité, elle a ses qualités, mais dans des situations un peu délicates, quelquefois, la spontanéité peut être un retour de bâton violent. Voilà. Donc, être plus sage peut-être. Mais est-ce que ça vous a aussi permis aussi de faire des choses que... Sûr, parce que moi, ce que je dis aux étudiants, aux étudiantes notamment, et je me rappelle l'avoir dit dans mon discours lorsque j'ai reçu le prix Joliot-Curie, il faut se battre pour soi-même, se battre pour la science, ne pas rejoindre les lobbies, mais se battre de la bonne manière et justement garder sa naïveté initiale. Parce que ça, c'est à partir du moment où on pense trop, on se calibre soi-même, on se censure. Et peut-être que je me suis trop censurée pas assez censurée à certaines périodes, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Mais c'est vrai que je trouve que souvent les filles, alors un peu moins maintenant, mais à une époque, il fallait être rentré dans les clous. Alors, il fallait être dans le lobby pour avoir travaillé avec Monsieur Machin, il fallait faire ci pour être avec Monsieur Machin. Et en fait, elles perdaient leur spontanéité de recherche. Or, il faut avoir pour faire de la recherche, faut savoir se laisser émerveiller. Donc, garder sa spontanéité du moment. Et je trouve que cette spontanéité, elle a tendance un peu à disparaître. Et ça, il faut le garder, c'est fondamental en science. Mais en avoir trop, ça peut avoir des influences pas forcément positives. Il faut trouver un équilibre. Il faut trouver un bon équilibre, voilà. Ouais. Mais chacun a ses défauts. C'est le propre de l'être humain, parfois, d'expérimenter un peu dans les extrêmes pour après trouver... Puis, de toute façon, on est fait comme on est fait. Je veux dire, chacun est différent. Certains sont trop prudents, d'autres peut-être pas assez prudents. Il faut savoir trouver un bon équilibre, mais surtout pas essayer de faire de la recherche pour être dans des lieux de puissance. Moi, j'ai toujours rejeté ça. Je sais qu'à une époque, j'ai pris beaucoup de plomb, mais parce que les gens n'osaient pas s'attaquer à Coppens, et c'est moi qui prenais les plombs pour lui. Et Coppens me disait, moi, ça me va très bien. Et je lui avais raconté, je lui avais dit une fois, vous savez, j'en ai ras-le-bol de me faire critiquer pour ci, pour ça, alors que c'est de l'agressivité redirigée. Ils n'oseront jamais vous dire ça. Et moi, ils se le permettent parce que je suis pas vous. Puis en plus, je suis une femme, donc on peut se permettre de dire plus de choses. Et je trouve que c'est pas un faux paternalisme que je n'accepte toujours pas. Ça, alors là, les collègues qui en font, ils s'en sont pris, ils s'en sont mordus les doigts parce que là, je supporte pas ça. Sous prétexte qu'on est une femme, on dit à ce faux paternalisme en permanence, et ça. Non, je suis un être vivant, j'ai un cerveau, j'ai une pensée, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison, mais bon, voilà, on m'accepte pour ce que je suis. Voilà. Et aux étudiants, moi, j'ai tendance à leur dire justement, battez-vous pour
vous-même et ne cherchez pas le pouvoir, c'est pas intéressant. Moi, j'ai pas voulu avoir de pouvoir, mais je l'ai eu quand même d'une manière différente, si vous voulez. Ouais. C'est ça. Et quand j'ai transmis mes dossiers à l'Europe, ou sur les 9 rapporteurs que j'ai eus, il y en a au moins 3 qui m'ont dit elle n'a pas créé d'école. Mais je ne suis pas là pour créer une école de pensée, je suis là pour aider des jeunes à s'exprimer et à savoir échanger en sciences et en faisant de la bonne science. Et la bonne science, on peut la faire qu'en échangeant bien. Ouais. Voilà. Je crois que ce sera le mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup, professeur. Non, merci à vous pour votre patience et puis votre accueil. Vraiment, j'ai bu toutes vos paroles et les récits. Et, vous allez avoir une indigestion? Non, du tout. Je pense que ça pourrait encore continuer. J'ai juste... En fait, on est limité par la technique, en fait. Oui. Au-delà du temps, c'est même les cartes SD, etc. Mais je vous suis extrêmement reconnaissante de vous être rendu accessible, d'avoir accepté mon invitation pour que je puisse du coup vous faire connaître et le transmettre. Et, je vous remercie. Moi, c'est un plaisir. De toute façon, chaque parcours est différent. Je suis sûre qu'il y a des collègues qui auraient une vue totalement différente de la profession. Oui. Mais c'est mon parcours, c'est celui que je me suis construit et qui m'a rendue follement heureuse. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai aussi beaucoup de bonheur dans ma vie, grâce à mon métier. Voilà.